L'apprentissage, c'est la plus belle chose que tu peux avoir. Apprends tellement sur toi, sur les autres, sur les gens, c'est incroyable. Sur l'écosystème. Exactement. L'entrepreneuriat, c'est un mode de vie, quoi. C'est soit tu es vraiment prêt au challenge, te challenger toi-même, à aller de l'avant et à faire quelque chose de nouveau, soit tu veux quelque chose de différent. T'as des gens, tout le monde n'est pas fait pour ça. Si vous pouvez donner 3 conseils à quelqu'un qui voudrait lancer plus ou moins un business physique. Moi, je pense que mon plus gros conseil, ce serait ce que je te disais auparavant, c'est d'essayer petit pour voir si le marché répond. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la vente. Bienvenue dans ce nouveau podcast dédié aux francophones qui habitent en Pologne et qui font soit du business, qui sont aussi sportifs. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Thibaut Dreano. Exactement. On peut voir voilà, le nom de famille Dreano. Hein. Exactement. Thibaut avec sans elle. Sans elle, exactement. Précision. Ouais. Donc Thibaut, je te remercie d'avoir répondu positivement à mon invitation. Avec grand plaisir, merci à toi. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas, pardon. Ouais, alors Thibaut Dreano, c'est ça. Je suis breton à la base. Exactement. Donc moi, je viens de Vannes. Vannes, d'accord. Sud de la Bretagne. Et ça fait 8 ans maintenant que je suis en Pologne. Ok, 8 ans. Ouais. Donc j'ai fait mes études ici. Okay. J'ai un long parcours. À la base, je faisais du foot. Après, les études. Et enfin, on a fini en Pologne, où j'ai fini mes études. Et puis maintenant, ça fait 4 ans. 4 ans qu'on a commencé l'émotion. D'accord. Exactement. Le logo ici. Avec un croissant en haut et un petit champagne en bas. Donc voilà, ça fait 4 ans qu'on a commencé. Et maintenant, on a ouvert depuis un an un bistrot français, je dirais, à Powiśle. D'accord. Ça fait déjà un an. Ouais, ça fait un an, c'est ça. On en parlera plus dans la partie business. Exactement. C'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup. Et du coup, est-ce que tu peux me parler de ton enfance, enfin la partie enfance, collège, lycée, université, comment ça s'est déroulé pour toi en fait Mais en fait, c'était un peu difficile parce que moi, je viens de Vannes. Mes parents sont bretons à la base. Donc jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai vécu en Bretagne. Et depuis tout petit, moi, ce que j'adorais, c'était le foot. Donc, j'étais un foot. Tu vois, moi, je me rappelle, j'étais avec mes parents. J'allais tous les dimanches voir mon père jouer au foot. Ton père était aussi mon père jouait au foot. Alors, à l'âge, quand j'étais jeune, il était avec les seniors et les vétérans. Mais avant, il a eu un parcours un peu similaire à ce que j'ai et ce que je vais raconter un peu plus tard, en semi-professionnel. Et donc voilà, je le suivais tous les week-ends. Donc je dirais que toute mon enfance, c'était beaucoup de foot. Et c'était vraiment orienté vers le foot. Donc tu vois, jusqu'à l'âge de 6 ans, je suis resté en Bretagne. Et puis après, voilà. Mais mon père a dû partir en Sarthe, vers Le Mans. D'accord. Donc c'est entre la Bretagne et Paris, pour une question professionnelle de travail. Et donc j'ai habité après, jusqu'à aujourd'hui, mes parents habitent encore, à côté du Mans. D'accord, toujours à Le Mans, d'accord. Exactement. Donc foot à fond. Au début, voilà, c'était quand j'étais tout enfant, 5-6 ans, c'était quelques entraînements par semaine. Et puis après, c'est devenu un peu plus sérieux. Et je dirais à l'âge de 13 ans et demi, je suis parti, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Le Mans en contrat. Pas encore en contrat professionnel ou semi-professionnel, mais de rejoindre l'équipe du Mans, donc dans les catégories jeunes. Donc voilà, ça a été une bonne partie de mon enfance, je dirais, le foot. Et puis jusqu'à l'âge de 18 ans, voilà, j'ai fait foot, études à fond. C'était un parcours sport-études ou Ouais, exactement. Donc en fait, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'était sport-études. D'accord. Donc je m'entraînais, je sais pas, 4 fois par semaine. Et puis j'avais les études en même temps. Et puis quand je suis parti au Mans, là, c'est devenu beaucoup plus sérieux. C'était des entraînements tous les jours, les week-ends, les matchs. J'habitais au Mans, donc voilà, c'est devenu plus sérieux. Donc je dirais entre l'âge de 14 et 18 ans, c'était vraiment foot et études à fond. Et après, tu as passé ton bac, je suppose? Bah ouais, en fait, entre-temps, après un an, quand je suis arrivé au Mans, j'ai eu la chance de pouvoir signer un contrat. C'est un contrat, je sais plus, aspirant, ça s'appelait. Aspirant, ouais. Je connais pas du tout. C'est en gros, tu as les contrats aspirants, semi-pro et pro. D'accord. Et donc quand tu es tout jeune, c'est le premier contrat que tu signes où tu commences déjà à gagner de l'argent. Donc voilà, tu arrives au lycée, tu commences à gagner un petit peu d'argent. C'était combien plus ou moins Je crois que c'était 500 € par mois, quelque chose comme ça. Ça va, au lycée, c'était en quelle année alors? Ça devait être. Je suis né en 92, moi j'ai 31 ans maintenant. Je devais avoir 15 ans.
Donc c'est ouais, pas mal, hein. c'était super. C'est super. Moi, j'aurais bien aimé. Hein. Hein. C'est ça, là, tu vois, C'est 100 ça. euros par mois, non, c'est bien. Ouais. Donc toi, c'était cool. Donc c'était vraiment intensif parce que tu as les études à fond, parce que je faisais un parcours scolaire comme les autres, Mhm. mais en même temps, tu avais le foot. D'accord. Et le foot, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Je me rappelle, donc c'était entraînement tous les jours. Le mardi, j'avais 2 entraînements, le matin et le soir. Et en même temps, tu devais étudier. Tu avais le bac qui arrivait. Donc mais c'était une super. C'est ce qui m'a construit, je dirais. D'accord. Donc, Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus à cette époque-là? Si tu as une chose à retenir et que tu pourrais Moi, je pense que ce qui transmettre. m'a remarqué le plus, c'est ce que j'ai appris par rapport au foot. En fait, D'accord. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la vie que je vis aujourd'hui, c'est la même chose qu'il y a 15 ans ou 10 ans. Ouais, 15 ans quand je joue au foot. Sauf que c'est des choses différentes dans le sens où aujourd'hui c'est professionnel. Avant, c'était du foot. Tu vois, D'accord. mais maintenant, dans la vie de business aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les problèmes que je vois, que ce soit l'humain, que ce soit les problèmes que je rencontre au quotidien, Mhm. moi-même ou avec l'entreprise, c'est exactement les mêmes problèmes qu'on a avec le foot. D'accord. Donc face à la concurrence, etc. Donc ça m'a énormément appris en fait par rapport à ça. D'accord. Donc je dirais ça a été super enrichissant. Tu apprends beaucoup, beaucoup plus vite que Et par d'autres. la suite, donc, tu obtiens le bac. Ouais. Donc en fait, quand j'ai fini, je signe un contrat au Mans, D'accord. aspirant. Et c'est un contrat qui me fait arriver jusqu'à la fin de ma terminale. Donc ça veut D'accord. dire en gros, voilà, je sais plus, c'était 2 ou 3 ans. J'avais Ouais, c'est que la mon période, lycée. période lycée, en fait. Exactement, donc j'ai un D'accord. contrat. Et voilà, après, c'est qu'est-ce que tu fais après. Donc je suis arrivé à ce moment-là au bac. J'étais à fond dans le foot. Je savais pas trop ce qui allait se passer après. Donc j'ai un peu délaissé l'école. D'accord. Donc ma première année de bac, je l'ai ratée. Ok. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu à la fin de mon lycée. J'ai pas continué avec le Mans pour des raisons de blessure. C'était Ah, compliqué t'as été aussi. blessé. Je D'accord. m'étais blessé au genou. Voilà, c'était pas arrivé forcément au meilleur moment. Donc je suis revenu après chez mes parents, D'accord. après le bac. Et donc quand je suis arrivé chez mes parents, je devais avoir donc 19 ans. Donc j'ai refait une terminale chez mes parents. Et à côté de ça, je continue à jouer au foot. C'était en 5e division à ce moment-là. Donc Mhm. t'imagines, tu vas au lycée, donc comme d'habitude, comme les autres. Et pareil, tu continues à aller aux entraînements, mais Mhm. c'est moins professionnel parce que c'était Oui, forcément, ouais. dans une autre équipe, tu vois, une Mhm. équipe amateur, mais qui était en 5e division. Donc pareil, tu gagnes toujours un peu d'argent et puis tu apprends énormément. Donc c'était vraiment une année, l'après-terminale que j'ai redoublé jusqu'à mon année universitaire. Donc l'année de terminale que j'ai refaite, Mhm. c'était vraiment une année d'adaptation pour revenir un peu plus dans la vie normale. Est-ce que pour toi, c'était une année difficile? Non, c'était pas trop difficile. Je pense que ça m'a fait énormément de bien. Parce que tu sais, tu D'accord. rentres chez toi, tu reviens chez toi. Oui, dans le sens là, mais t'as pas eu une impression de... Comment dire? Que tu avais un but ultime peut-être d'être footballeur pro et Ouais. que en fait, tu te mets en retraite, enfin en retrait par Ouais. rapport à ça. Et peut-être que, je sais pas, sur le coup, tu pouvais t'en vouloir ou Ouais, accepter la situation. C'est ça, en fait, ma question, en fait. C'est dur à l'ego parce que Ouais. tu vois, t'es au lycée, t'as les gens, ton nom il est dans le journal tous les week-ends. Tu vois, les gens ils viennent te voir au match de foot, même les profs ils viennent te voir jouer au match de foot. Des fois, il t'arrive quand tu es en centre de formation. Moi, j'étais gardien de but en plus. Donc, tu vois, genre, il y a 3 gardiens de but qui sont blessés dans l'équipe pro. Tu montes rapidement, donc tu fais un entraînement avec les pros. Donc, tu sais, ça peut aller très vite dans ta tête. Tu as l'impression des D'accord. fois que tu vas y arriver. Et puis, c'est ce qui m'a appris, c'est ce que je te disais, c'est que le foot et le business, c'est la même chose. Tu peux monter très vite, Et mais tu peux descendre redescendre vite. très vite Ouais, aussi. ouais. Et en vrai, je me suis habitué à ça. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a beaucoup aidé, mes parents qui ont été Ouais, présents un aussi. soutien psychologique. Ouais, et puis ils se etc. connaissaient. Tu vois, Ouais. j'étais super bien entouré. Donc c'était un peu difficile, j'imagine. Mais ça a été bien fait. Toute cette transition, c'est bien déroulé. D'accord. Petite question par rapport au foot. Ouais. Est-ce que tu as un match qui t'a vraiment marqué? Il y en a plein. Il y a plein de matchs plein. qui m'ont marqué. Moi, il y a des choses qui m'ont marqué. La première chose qui me vient dans la tête, c'est quand je devais avoir 5-6 ans. Ah oui, donc tu reviens. Donc quand j'étais tout Tout petit, petit, oui. ce qui m'avait marqué, c'est que tu vois, c'était des petits terrains de foot
Et Oui, ça, je me rappelle quand je jouais au foot aussi. Les petits terrains, c'était la moitié d'un terrain, je crois. c'est ça, des tout petits terrains de Ouais, foot. ouais, ouais. Et je me rappelle qu'il y avait un joueur, il faisait beau, je me rappelle ce jour-là. C'était dans une ville qui s'appelle un petit village, à Radon, à côté de Vannes. Ok. Et il y avait un joueur qui avait tiré du milieu de terrain. Et tu vois, j'avais voulu l'arrêter, la balle, elle m'était passée entre les jambes. Mhm. Et j'étais allé me mettre derrière les buissons du terrain parce que j'avais honte de m'être pris un but comme ça, tu vois. D'accord. Ah oui, t'as ressenti de la honte. Exactement. Et ça D'accord. m'avait marqué, tu vois. Je me suis dit, et toi, t'avais tous les gars qui étaient venus me voir, ils m'avaient dit, ouais, c'est pas grave, ça arrive. Et en fait, c'est ça qui te construit. C'est D'accord. les erreurs, etc. Donc ça m'avait marqué. Et autrement, des matchs qui m'avaient marqué, moi, il y a un truc qui m'a énormément marqué. J'avais fait un tournoi qui s'appelle le tournoi de Montaigu. D'accord. J'avais l'âge de 16 ans. Et en fait, c'était un tournoi avec toutes les meilleures équipes de France. Ok. Oui, donc là, c'est le top niveau. Donc c'était le top niveau et j'avais eu la chance, je dirais pas, c'est pas un match, hein, mais c'est un tournoi, d'avoir été élu meilleur gardien du tournoi. Et je me rappelle après ça, c'était super parce que t'as tout le monde qui vient te voir, quoi. T'avais des gens, des agents, des recruteurs qui te contactent, etc. Et c'est un beau moment, quoi. Et tiens, j'ai une question par rapport à ça. Après, on va rebondir par la suite, mais Ouais. tu parles beaucoup de gens. Ouais. Et pour ça, je pense que je fais le lien entre ton business, on va parler plus tard. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu as le rapport des gens. Et je pense qu'il y a le fait d'avoir créé ton bar, boulangerie, resto, Ouais. je pense qu'il y a un rapport dans ça, non? Ok, ouais, non, mais clairement. Là, je suis en train de faire le lien moi-même. Hein. Ouais. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien. Ouais. Non, mais c'est clair et net. Moi, je le vois. Un lien humain dans tout ça, j'ai l'impression. C'est super important. C'est Ok. super important. Et à chaque fois que. C'est marrant parce que ma partenaire, c'était une ancienne joueuse de tennis et Mhm. c'est un sport individuel. D'accord. Et moi, c'est un sport collectif que j'ai fait. Donc, tout ce que j'essaye de faire aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est le collectif en fait. D'accord. Et c'est pour ça que c'est super ce que tu fais parce qu'au final, Merci. c'est collectif. Ouais. D'un côté. Et Exactement. c'est ça qui m'a plu en fait. Bah, je suis content que ça te plaise. Avec grand plaisir. Et Thibaut, ok, donc parcours foot, l'université, donc tu repasses le bac, Ouais. tu l'obtiens, Ouais. et du coup tu vas à l'université, c'est ça? Ouais, D'accord. c'est ça. Donc donc je passe mon bac, je l'ai. Donc je suis revenu à Sablé-sur-Sarthe où mes D'accord. parents habitaient. Donc je te disais, il y avait une équipe qui jouait en 5e division. Donc ça, je dirais, après, c'est soit je continue dans le foot et j'essaye de rebondir, soit je fais mes études. Et du C'est coup, hyper difficile. Et du coup, j'ai eu la chance, comme je te dis, d'avoir un père qui a été dans ça, dans le foot, donc il m'a énormément soutenu. Et donc du coup, j'ai décidé de partir faire mes études. Donc je fais mon université. d'accord. Je pars faire un DUT technique de commercialisation, quelque chose comme ça, à Où ça? Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire, ok. À Saint-Nazaire. Et donc du coup, voilà, je repars de chez moi. Donc la première fois que j'étais parti de chez moi, j'avais l'âge de 14 ans, 13 ans. Ouais, très jeune aussi, Ouais. Et puis après, je reviens un an et je repars maintenant pour l'université, à l'âge adulte. à l'âge adulte. Et je dirais, c'est la deuxième partie de ma vie qui commence et les grosses aventures qui arrivent aussi différentes, quoi, que Du le sport. coup, ok, donc tu as l'université, DUT, Ouais. tu obtiens le DUT, je suppose. Bah, en fait, ce que je fais, c'est simple. Et en fait, j'ai la maladie de vouloir partir. Ça me démange. D'accord, Donc, je fais ma première année à Saint-Nazaire. Donc voilà, je vois un peu le monde étudiant, etc. Et je me rappelle un jour, il y a 2 étudiants qui viennent présenter leur Erasmus. d'accord, Et moi, j'apprenais l'allemand à ce ok. moment-là. Donc ils disent, ouais, je suis parti en Erasmus en Allemagne, ils étaient à Hambourg, etc. Je pense qu'on devait être 150 dedans. Il y en a 10 qui apprenaient l'allemand. Tu vois. Tout le monde était sur l'espagnol et personne n'apprenait l'allemand. Ouais, ou l'anglais. Ouais, bah, l'anglais, c'était obligatoire, mais comme deuxième Ouais, langue. en deuxième langue, d'accord, Ouais. ok. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, moi, ça m'a plu. Et je me suis dit, vas-y, je vais envoyer ma candidature. Donc, ma deuxième année, je fais la moitié en Allemagne. C'était donc un semestre alors, tu as fait. Ouais, c'est ça. Ok, Donc, je en fais ma Erasmus. première année à Saint-Nazaire. Et la deuxième année, je fais un semestre. Le premier semestre de la deuxième année, je pars D'accord. en Allemagne. À Où Hambourg. ça, à Hambourg. Ah, Ouais. d'accord, ouais, d'accord, ok, directement à Hambourg. Ouais, ouais. Et du coup, c'était comment? Incroyable. C'est incroyable. Et c'est là où en fait, tu te rends compte, tu deviens addict à ça, quoi. Tu deviens addict au voyage, au challenge, etc. Parce que j'arrive dans une classe, franchement, je parle presque zéro allemand. Mon anglais, il est très mauvais. Et ils parlent tous très bien allemand là-bas, parce que c'est des Allemands forcément, et très très bien anglais. D'accord. Donc, la challenge Et les cours, ils étaient en anglais ou en allemand? en allemand. Ah oui, j'avoue là,
chapeau. Donc, tu as suivi un semestre, tu parlais un peu allemand et donc tu es arrivé, tu as fait C'est un ça. Erasmus en Allemagne, En Allemagne. en suivant des cours avec des Allemands en plus. je Avec suppose. des Allemands. On était Ok. genre 4 étrangers dans toute l'école et on parlait que allemand. Donc du coup, je me retrouvais à faire des présentations en droit, en allemand, après 2 mois, devant un prof de droit et 40 personnes, étudiants qui Et devaient m'écouter. C'était en quelle année ça? C'était 2011. Oui, donc tu n'avais pas. 2012, ouais. Google Translator n'était pas aussi poussé que maintenant. Tu Rien. n'avais pas ChatGPT. Rien. Là, ouais. T'apprends. Le soir, moi, je rentrais chez moi, je me rappelle, je faisais mes cours. Je baragouinais avec mes potes en allemand, j'essayais de me faire des potes. Et j'avais ma coloc qui me corrigeait les erreurs de ma présentation que j'allais faire le lendemain matin. Toi, j'avais 15 paquets de feuilles où je devais présenter, mais tu te débrouilles, quoi. Ouais, donc tu as appris beaucoup de choses, je suppose. Sur toi aussi, hein, ta Ouais. personne. Bah, c'est ça, c'est le challenge. Le challenge Ouais, au quotidien. Ouais. Tu sais, pour rebondir sur ça, par exemple, moi, quand je suis arrivé en Pologne, je parlais pas un mot de polonais. Ouais. Et je parlais un peu anglais. Donc, après, j'ai pas fait les études en polonais. Mais je me rappelle quand j'ai commencé à travailler ici en 2007, donc Ouais. il y a 15 ans déjà. Oui, c'était un challenge dans la vie de tous les jours. Et là, ça fait combien de temps que tu es en Pologne maintenant exactement? Bah, je suis arrivé la première fois en 2007, 2007, donc ça a 15 ans. Je suis resté pendant 3 mois. Ouais. Après, je suis reparti en France pendant 2 ans pour Ouais. faire un BTS en alternance. Et en 2009, je suis revenu ici en Ah, fait. Voilà. Et là maintenant, c'est comment? C'est impeccable? Bah, je fais des fautes, mais ça va. Ils te comprennent les gens? Oui, il n'y a pas de souci. C'est la communication en fait. C'est avec les langues, personnellement, de ce que j'ai appris, on peut faire des erreurs. Ouais. Même quand on parle français, on fait des erreurs. Bien Il sûr. faut parler anglais, tu fais des erreurs, c'est pas grave. Du moment Ouais. que les gens ils voient que tu as envie de parler, de discuter, d'échanger, c'est bon. Franchement, c'est le plus important. Voilà. Oui, il y a ça. un truc que j'ai remarqué avec l'apprentissage des langues, c'est quand t'es jeune, t'as un peu l'ego, je vais avoir le bon accent en anglais, je veux bien parler, etc. Et du coup, Tu t'en fous. À la fin de la journée, tu t'en fous. Le plus important, comme tu dis, c'est la personne, elle te comprend en face et c'est le plus important. ouais, c'est ça en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ok, donc tu fais ton Erasmus en Allemagne. Ouais. 6 mois, je pense que ça t'a vraiment chamboulé aussi dans la tête. De dingue, parce que là, t'es plus, tu sais, dans l'idée sport, c'est vraiment les Tu études. découvres autre chose aussi. Exactement, ouais. Exactement. Donc, j'adore. Hambourg, une super ville. Donc j'ai vraiment bien profité, je me suis bien amusé, j'ai rencontré plein de personnes. Donc c'était vraiment une super première expérience à l'étranger. Et après, je reviens à Saint-Nazaire et je finis mon année. Et là, tu vois, je suis en mode, je sais pas trop quoi faire après. Je suis. Ouais, tu te posais des questions. C'est ça. Quelle Et là, décision prendre ouais. c'est ça. Et pareil, t'as un gars qui, en deuxième année quand je suis à Ok. Saint-Nazaire, je reviens au mois de décembre ou janvier. Et le gars, il me fait ouais, je vois que il est en Australie. Et il commence à nous parler de l'Australie, etc. Et je fais bah ça m'intéresse. D'accord. Donc- Et du coup, 7 mois plus tard, je prends mon sac à dos, je pars avec mon meilleur pote en Australie. Voilà, on prend des tickets, on d'accord. travaille tout l'été. C'était le. Comment ça s'appelle? Le Working Holidays ouais, Visa. là, c'est ça, oui. C'est 3. Non, c'est combien de temps? 2 ans maximum, je crois, non? C'est cumuler. 1 an plus 1 an. Ouais. Ouais, C'est- 2 ans maximum. Ouais, c'est ça, 2 ans, ouais, Ouais. tu peux. Ouais, c'est exactement. Et du coup, tu pars en Australie avec ton meilleur pote, c'est C'est ça? ça. Le mois de Ok. septembre, on finit les études. Je travaille tout l'été Ok. en production, dans une chaîne de production. Pour gagner de l'argent, on fait 3 000 € pendant l'été et on prend un avion. On parle presque zéro anglais. Donc tu vois, j'étais. Tu répètes l'expérience. C'est ça. Avant, c'était l'Allemagne où tu parlais zéro allemand. Donc tu t'en sors après 6 mois, ça va. Et là, on part en Australie et on arrive là-bas, le sac à dos, et on sait pas quoi faire, quoi. Attends, j'imagine la scène. Donc, je m'appelle Thibaut, je suis avec mon meilleur pote. Ouais. L'avion, vous atterri. On est arrivé à Perth. Perth, c'est à ok. l'ouest de Ouais, l'Australie. donc, ok, vous atterrissez à Perth. Comment ça se passe niveau contact, logement, faites comment? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tu arrives là-bas. Je crois qu'on avait loué 4 nuits dans une auberge de jeunesse. D'accord. Et au final, bah, en fait, c'est la jungle. Donc, tu sais, t'entends l'Australie, tu regardes des vidéos sur Enquête exclusif, des Ouais. choses comme ça. Tu te dis, ouais, l'Australie, c'est le paradis, ça. T'arrives Ah, là-bas, ok. t'as déjà la moitié des gens, ils disent après un mois, ils rentrent chez eux parce qu'ils arrivent, mais ils trouvent pas de boulot. Ah, c'était compliqué de trouver du travail. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. D'accord. Donc on est arrivé là-bas, on a pris une auberge de jeunesse, donc tu as plein d'étrangers, et tu te débrouilles. Donc ce que j'ai fait, on a fait c'était de la folie, hein, c'est que on a commencé à envoyer des messages sur Gumtree Ouais, à australien. l'époque, oui.
Et tu cherches du boulot, tu as des gens qui viennent te démarcher mais pour faire du travail, mais il faut parler anglais, donc tu parles pas anglais. Et le premier boulot qu'on a trouvé, je me rappellerai toujours. Un matin, c'est un mardi matin, on voit un poste, on se levait à 7h tous les matins pour chercher du boulot. Toujours sur Gumtree. Hein. Sur Gumtree, tu cherches sur Gumtree. Et on voit des annonces car wash. Donc tu vois, pour nettoyer les voitures, donc on envoie. Et en même temps, il y a un Français, on avait vu qu'il avait ouvert une boulangerie. J'étais à 2h30 d'où on était, à pied. Ah, à pied, d'accord. À pied. Okay. Donc, on va dans l'idée, on part à la boulangerie à pied et on envoie un message à Car Wash le matin à 7h. Donc, on envoie le message à 7h à Car Wash, okay. Le mec de Car Wash, il était intéressant. Hein. Donc, on part à pied et après 1 heure à pied, 1 heure ou 1 heure et demie, il y a le gars de Car Wash qui appelle. Et il fait est-ce que vous êtes disponible pour bosser? Ok, du coup. Du coup, mon pote, il était avec moi. Il va travailler chez Car Wash. Ok. Donc vous vous séparez. On se sépare. Lui part travailler chez Car Wash et moi je pars sur la boulangerie, que j'arrive 1h30 après. Et j'arrive dans la boulangerie et le gars c'est un Français qui est le manager de tout ça. Et le gars il me fait, il m'a fait comprendre qu'il cherchait des employés. Donc ce que j'arrive à faire c'est que je lui dis écoute, moi j'ai un peu d'expérience en gastronomie, etc. J'avais 0 XP. Il me prend en entretien, je lui dis ouais, j'ai travaillé pendant 9 mois dans un bar où j'étais un peu en cuisine, etc. Le lendemain matin, il me dit tu reviens, je suis en cuisine à faire les sandwichs. J'ai jamais fait sandwich de ma vie. Ok. Mais donc, t'avais un protocole, il t'a expliqué comment. Il m'a expliqué, mais il me dit ouais, tu fais les œufs comme ça. J'ai jamais fait ça. Moi en plus, à la base, cuisiner, et c'est marrant qu'on arrive à ça, cuisiner à la base, c'est pas du tout. C'était pas ton truc à la base. Ouais. J'adore manger, mais je sais pas cuisiner. Ok. Et donc du coup, voilà, hein, et c'est de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Il se trouve que le Car Wash, chez qui mon pote il est allé, il a travaillé là-bas pendant 2 mois. Et le propriétaire de ce Car Wash là, sa sœur, c'est la footballeuse australienne et la meilleure footballeuse au monde actuelle. D'accord. Ouais. Donc tu vois, c'est un. Le football qui revient. Elle joue à Chelsea. D'accord. Le football qui revient. Tu vois, c'était un petit clin d'œil quoi. Et au niveau du logement, vous étiez en coloc? Auberge de jeunesse. Tout le temps. Auberge de jeunesse. Lui, il commence à trouver un Car Wash. Moi, donc il travaillait chez Car Wash. Moi, j'étais dans une entreprise de déménagement. J'étais déménageur pendant 2 mois. Ah, je l'ai fait aussi. T'as aimé? Comme ça. Ouais. Non, j'avais fait ça compliqué. En France. Ouais, c'est compliqué. J'ai fait ça en intérim. Ouais. Enfin, c'était en 2005, je crois, 2006, je sais plus. Mais ouais, non, c'est pas un job que j'ai vraiment apprécié. Mais c'est pas le pire job que j'ai fait de ma vie. C'est quoi le pire? Livreur électroménager. Ah, parce que tu dois tout débarquer, etc., non? Oui, à ça, puis il faut récupérer. Généralement, les gens, quand ils commandent un nouveau frigo, il y a l'ancien. Ouais. Et l'ancien, ça date des années 80. Ouais. 90, c'est beaucoup plus lourd. Ah ouais. Et quand tu as des escaliers où on est à 2, mais bon, des escaliers à colimaçon. Du coup, ouais, j'ai fait ça. C'était chez Boulanger ou chez Darty. J'ai fait une journée. Je dis, non, merci, au revoir. C'était à l'époque, je crois, en intérim, 8 € de l'heure net. Ouais, non. Ouais. C'était à Metz, et du coup, non. Ben ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Franchement, respect. Ouais. Mais le pire qu'on a livré, c'était les gazinières une grosse gazinière à 6. On s'appelle à 6 inductions, là. Ouais. C'est horrible. Ça, c'est dur. Hein. Ouais, au niveau poids, c'est hallucinant. Mais bref. Non, mais c'est sûr. Moi, je me rappelle d'un truc qu'on avait fait là-bas. C'était mon 2e jour. Mais je me rappellerai, ça m'est resté. On va dans une super maison à Perth. Et le gars, il nous demande de déménager un billard. Ouais, il faut faire super attention en plus, je suppose, quand très regardant. J'ai jamais eu un truc aussi lourd. Ça faisait 10 heures qu'on bossait. Et je me rappelle, je suis dans le camion. Après, c'est ma 2e journée. Hein. Je suis dans le camion, je rentre. Dans ma tête, depuis le matin, je me fais, il n'y a aucune chance que je revienne le lendemain. Parce que j'ai pas, je suis mort, tu vois, c'était physiquement. Ouais. Tu fais 10-12 heures de déménagement, mais t'es cassé. Hein. Et du coup, on finit le déménagement du billard, il est 20h, je suis cassé. Et dans ma tête, je fais, c'est impossible que je revienne le lendemain. Sauf que je me dis, si je reviens pas, j'ai pas d'argent et je peux pas continuer en fait. Oui, il y a ça aussi, ouais. Et le gars, il me dit, tu veux revenir demain? Toi, dans ta tête, tu dis non, mais la première chose que tu dis, je reviens. Pas le choix. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça encore, c'est une expérience. Tu te rappelles du taux horaire, plus ou moins, de l'époque? Combien tu gagnais, plus ou moins? Je crois que c'était 25 $. Parce que c'était australien. Australien dollar, ouais. Donc au final, non, tu t'en sors pas trop mal, mais c'est juste que c'est physique, quoi, tu vois. Ouais. C'était compliqué, puis surtout, c'est pas stable. Mais c'est pareil, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, et puis la non-stabilité, je trouve que ça... Toi, dans le business au quotidien, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est ce qui te permet de
de prendre du recul sur plein de choses aussi. Exactement. Du coup, déménageur. C'est et ça, après ça déménageur. Et après, le gars qui m'employait dans le déménagement, Kevin, un gars, on s'est rencontrés en 2014 du coup, je crois. On est en 2024 bientôt, ça fait 10 ans qu'on se connaît, on est toujours en contact. Toujours. Mais lui, il est toujours en Australie. Australien, néo-zélandais australien, incroyable. Il part dans le sud de l'Australie, à Margaret River. Margaret River, c'est le top 10 des plus belles plages au monde. D'accord. Petit village de, je sais pas, je crois, de 1500-2000 habitants. Et il y a 3 ou 4 campings là-bas. Et il me trouve un travail comme jardinier. Donc tu passes déménageur à jardinier. Moi, j'ai fait aussi en intérim paysagiste. Ah bah tu vois. Et c'était comment? Ah, c'était sympa par contre, moi j'ai bien aimé. Ouais. C'était durant l'été donc ça va. L'hiver, je sais pas comment ça se passe, mais en plus c'était une petite PME, vraiment sympa, le patron avec sa femme. Je crois qu'ils avaient 2-3 employés, franchement l'ambiance au top. C'était une mission de 3 semaines malheureusement, mais franchement je garde de très très bons souvenirs. Ah mais c'est super comme métier. En vrai je pense que tu t'apprends beaucoup aussi sur comment ce que tu as autour de toi dans la vie au quotidien. Exactement. Comment c'est fait. Donc du coup jardinier. Jardinier, c'était de la folie parce que genre il y avait le camping où je travaillais. De l'autre côté, tu avais la salle de sport et à 15 minutes, tu avais la plage. Et j'avais un très bon pote à moi que j'avais rencontré là-bas, un Allemand qui était prof de sport à la salle de sport de l'autre côté et qui louait une maison au bord de la plage. D'accord. Donc on avait loué il avait une chambre de libre, donc je l'avais rejoint. Donc il y avait un Brésilien qui est d'ailleurs toujours là-bas, un Allemand et il y avait moi. C'est une coloc, une seule chambre? Non, dans une maison, mais énorme. Et c'était incroyable. Et il se trouve que tous les matins, on était dans un tout petit quartier, tous les matins, tu avais un gars qui s'appelle Jack Robinson. Et c'est un des surfeurs les plus connus au monde. Et le gars, il habitait juste à côté de chez nous. D'accord. Et il s'entraînait dans la rue, juste devant nous, en fait, tous les matins. Donc moi, je partais faire le jardin. Et tu le voyais. Et lui, il était C'était incroyable. Lui, il faisait son sport, quoi. Donc tu restes combien de temps dans ce poste? Un an. Donc j'apprends beaucoup, etc. Et puis après, je vais reprendre les études. Donc ce que je fais, c'est que je voulais rester en Australie parce que ça m'a énormément plu. Mais t'es loin en Australie, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. En plus, Perth, la région où j'étais, si tu prends ça comme une région, c'est top 10 des plus gros pays au monde. Mais c'est une région. Mais c'est gigantesque l'Australie. C'est incroyable. Et juste pour revenir, là c'est une question qui me vient d'arriver. En tant que jardinier en Australie, t'as pu rencontrer des animaux ou des bestioles de dingue. T'as pas eu peur des fois des araignées, je sais pas, les serpents, des fois tu mets la main. Parce que ce que j'ai fait jardinier. C'est pas en Europe, hein. Ah mais c'est pas la même chose. J'ai fait jardinier et j'ai travaillé aussi dans les vignes. Dans les vignes, tu vois les kangourous. Mais c'est de la folie, les kangourous, ils sont. Moi je me rappelle, on faisait, tu sais, t'as des lignes donc t'es dans les vignes. Tu dois mettre des filets par-dessus les vignes ou tu dois récolter le raisin. Tu vois des kangourous qui débarquaient, venus de nulle part, mais à fond. Ils passent devant toi, t'es pas serein. Oui. Donc tu vois, j'ai vu des kangourous, forcément t'en as partout. Des petites araignées, c'est des redback. C'est des araignées. Veuves noires, non? Ils ont un petit dos rouge, c'est des petites araignées mortelles. Mortelles. Donc t'en as beaucoup. J'ai vu des serpents, je me rappelle avoir récupéré un serpent comme ça qui était dans les filets des vignes. Donc quand tu vois ça, t'es pas... T'avais le cœur qui... Ouais. J'imagine, hein. T'es pas serein. Être paysagiste, jardinier en France, dans les vignes, ça passe. C'est un peu plus tranquille. Moi, c'est un travail difficile. Mais il y a moins de risques, je pense, qu'en Australie. Parce que là, tu mets la main sans faire esprit quelque part. Je pense que ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Et puis, il fait hyper chaud là-bas. Donc, il fait 45 degrés. C'est humide? Non, c'était pas très humide où j'étais. Ça dépendait en fait. Ça dépendait de la saison. Mais t'avais quand même... pendant la journée, des fois, il pouvait faire très chaud. Après, t'avais un petit changement de climat. Mais c'était plutôt sec quand il faisait très très chaud. Donc, c'était... C'était tendu des fois. Donc, déménageur, paysagiste. Et ensuite... Déménageur paysagiste, et après, il faut qu'on revienne aux études. D'accord. Donc, soit je reste en Australie, soit je voulais revenir en Europe. Et donc, du coup, j'envoie ma candidature à 3 écoles australiennes. Je suis accepté.
Et en même temps, il y a une école en Irlande que j'envoie, je ne sais plus pourquoi. J'envoie ma candidature là-bas. Et après 9 mois en Australie, je dois revenir en France pour récupérer mon permis. Donc je reviens en France pour récupérer mon permis. Et pile quand je suis en France, le jour où j'arrive en France, mes parents ils reçoivent la lettre d'acceptation dans l'école en Irlande. D'accord. Donc du coup, tu vois, je suis en France et je fais, allez hop. Direction Irlande. Fini l'Australie alors. Fini l'Australie. Ok. Donc je reviens après, toi, genre 1 mois en Australie, je fais 2 mois aux Philippines entre deux où j'apprends anglais. Philippines, t'as été où? J'étais à Manille. Manille, ah oui. Ouais. J'ai déjà été à Manille. T'as aimé? C'est sympa, mais au niveau embouteillage, quand tu parles de l'aéroport pour aller au centre, c'est de la folie. Non, j'ai fait Manille et en fait j'étais en mission humanitaire là-bas. J'étais volontaire en association. Ouais. Et on a bossé là-bas pendant 3 semaines à Surigao. Je sais pas si tu connais. Buetan. Où il y a en fait, c'est dans les coins non touristiques des Philippines. C'est pas du tout recommandé par l'ambassade de France. Parce que tu peux avoir des enlèvements de touristes, etc. C'est pas le côté vraiment touristique. Et moi, je me rappelle que dans les petites villes aux Philippines, enfin dans le coin là surtout, ils n'avaient jamais vu de blanc. Ah ouais, à ce point-là. Les enfants, ils venaient vers nous et ils voulaient faire des photos. Et je demandais, t'as jamais vu de blanc? Enfin, non, première fois. C'est incroyable ça. Et c'est parce que c'était des coins non touristiques. Vraiment. Et ça, c'est les meilleurs coins en vrai, parce que c'est là où tu vois vraiment la beauté des gens en fait. Tu connais l'île Camiguin? Ça te dit quelque chose ou pas? Ça me dit rien, non. Moi, c'est pas loin de Surigao. Parce que, en fait, ce que j'ai appris, c'est que les Philippines, je crois que c'est le pays au monde avec le plus grand nombre d'îles. Oui, il me semble que c'est 7000 îles. Je crois. Exactement, plus de 7000 îles. Donc, j'avais été à Boracay, je sais pas si tu connais Boracay. Je n'ai pas fait, malheureusement. Mais c'est pareil, c'est incroyable. Mais c'est marrant ce que tu me dis, parce que ça me rappelle, j'avais fait l'Indonésie, Bali. Et pareil, quand tu es blanc là-bas, ils me prenaient les gens, ils venaient me voir pendant la rue, prendre des photos avec toi, etc. Et tu as fait 2 mois aux Philippines alors, c'est ça? 2 mois aux Philippines où j'étais en fait dans une école américaine. D'accord. Et tu arrives là, t'es le seul, pareil, t'es le seul blanc. Donc les gens, ils sont intrigués. C'est ça, parce que là-bas, ils sont tout petits en plus. Et j'étais arrivé là-bas, c'était une école américaine que j'avais trouvée sur Internet. Et j'étais tombé, c'était incroyable. Ils étaient juste à côté du plateau télé, la télévision la plus connue des Philippines. Donc en fait, j'étudiais l'anglais. Parce que les Philippines, c'est une ancienne colonie américaine. J'ai étudié l'anglais avec des acteurs, des chanteurs, des présentateurs télé, etc. Ah oui, donc c'était pas l'école de base. Mais en fait, je savais pas. T'es bien tombé là. Et je suis bien tombé. Et donc, et en même temps, t'avais des gens qui sortaient. Enfin, t'avais tout type de personnes. C'est super intéressant. C'est super. Donc 2 mois Philippines. C'est ça. Et ensuite, Philippines, tu reviens en Europe? On revient en Europe, donc tu vois, ça fait... Mais là, quand tu as fait les Philippines, tu étais seul ou tu es parti aussi avec ton meilleur pote? Tout seul. Donc, lui, il avait fait sa vie en Australie dans le sens où il était parti un peu à droite à gauche. D'accord. Et pareil, aux Philippines, j'ai pris juste un ticket et puis voilà, part tout seul. Ok, donc Philippines. Ok, et retour en Europe du coup? C'est ça, donc tu finis les Philippines et après c'est retour en Europe où là, c'est 1 an de 3e année de bachelor, de licence, où là je me mets à fond dans les études. Mais l'année là, en fait, en bachelor, tu l'as fait en France, c'est ça? Non, je l'ai fait en Irlande. En Irlande, ah oui, excuse-moi, ok, oui, juste bien comprendre, d'accord. Donc tu vas en Irlande? C'est ça. D'accord. Donc je fais ça 1 an en Irlande et là je me concentre à fond sur les études. Pour refaire un master à l'étranger encore. Et le bachelor, c'était dans quel domaine? C'était international business, je crois. C'était donc les premières 2 années de licence, c'était plutôt commerce. Après, c'était plutôt international commerce. Donc, tu avais de la finance, tu avais du marketing international, la compréhension un peu du business international. Et je fais 1 an là-bas. Et après, l'objectif, c'était de partir en Europe de l'Est. Pourquoi? Parce que j'avais vu l'Europe de l'Ouest. C'est pas pour les filles. Hein. J'avais vu l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, l'Irlande et la France. Ça m'avait beaucoup plu. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de voir un peu comment ça se passe à l'Est. En Europe centrale de l'Est. Ouais. C'est ça. Après l'Allemagne. Ouais, exactement. Ok, et finalement? Du coup, finalement, j'avais 3 pays en tête, la Russie, la République tchèque et la Pologne. Et j'ai fini... j'ai décidé d'aller à SGH, ici à Varsovie, donc la Warsaw School of Economics. Tu t'es inscrit directement donc en master? J'ai envoyé ma candidature et puis donc je rentre dans cette école-là, je fais ma première année de master là-bas et après la 2e année, je pars 6 mois en Russie, à Saint-Pétersbourg, faire un style d'Erasmus aussi, pareil. Ouais, c'était un échange universitaire. Un échange universitaire, c'est pareil. Et puis voilà, après, ça fait déjà beaucoup. Et
Tu as fait 1 an Esguerra et la seconde année du master, tu fais 6 mois en Russie et 6 mois, je finis mon master ici à Esguerra. Donc, tu vois, énormément de voyages et ça, très bien. Ça force. Et donc, tu t'es inscrit directement à l'université, tu n'as pas fait un programme Erasmus pour rentrer à Esguerra? Non, je me suis inscrit à l'université, j'ai envoyé mon dossier. Et puis après, il fallait être accepté, il ne fallait pas être accepté. Et puis ça joue là-dessus. J'avais fait la même chose, mais pas à Esguerra, mais à Vouch. Ah ouais? Business Management en bachelor. Tu avais été accepté là-bas du coup? Ouais. Et j'étais directement en licence, en bachelor les 3 ans là-bas. Je me rappelle qu'il y avait les écoles françaises de commerce envoyaient leurs promos dans ma classe en fait. Super. Et ça t'avait plu? Voilà, c'est sympa hein, les 3 ans. Et c'est là, grâce à ces études, j'ai rencontré mon associé. Ah bah, voilà, comme quoi les circonstances de la vie. Voilà. Ouais, mais de toute façon, il faut forcer le destin. Hein. Exactement, faut y aller. Et ok, donc tu pars Saint-Pétersbourg. Comment ça s'est passé là-bas en fait, ton échange? Saint-Pétersbourg, tu vois, je dirais la Russie, c'est la Pologne, mais en 1000 fois plus fou. Ok, attends, j'allais boire de l'eau là. Ça m'a coupé. Vas-y, je t'écoute. Dans quel sens? En fait, tu as l'impression d'être dans un pays où il y a peu de règles en fait. Tu as peu de règles et tu le sens. Moi, j'étais à l'université avec des jeunes de mon âge. Pareil, à Varsovie, c'était la même chose. Donc, avec les gens de mon âge, je ne voyais pas trop la différence parce que c'était des gens, voilà, ils connaissaient un peu le monde international. Mais c'était à partir du moment où tu sortais de l'école. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais moi, je suis arrivé dans un quartier que j'ai trouvé. J'ai trouvé une chambre dans un quartier, le quartier riche de Saint-Pétersbourg. Sauf que la chambre, elle coûtait pas grand-chose. Donc, je ne savais pas que j'étais arrivé là-bas. Okay. Et moi, ça m'est arrivé par hasard, alors. Par hasard. Okay. Et ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois de voir, je sais pas comment on les appellerait, certains appellent ça des oligarques ou j'appellerais ça des gens riches. Les ultra riches, russophones, oui. Exactement. Les mecs, ils débarquent à 3 voitures alignées devant les cafés. Ouais. Ils enlèvent toutes les personnes qui sont dans le café. Tu as les 7 gardes du corps qui rentrent, ou 8. Ils enlèvent tout, donc il n'y a plus personne. Le gars, il commande son café, il ressort, et les gens, ils attendent, et après, il repart. Ah ouais, c'est impressionnant, ça. Ouais, ça, c'est pour ça que je te dis, c'est un peu, la Russie, c'est l'extrême de ce qu'on a ici, quoi. Ouais. Ah non, ça, c'est à voir en vrai. Ouais, c'est impressionnant, tu vois ça, et voilà, ce que je te disais, en fait, je me suis rendu compte, tu as vraiment énormément de différences. Je me rappelle, j'avais des amis dans mon école qui étaient étrangers aussi, tu vois. Et il y avait un Allemand, il y avait un Hollandais, un Belge, un Suisse. Et on était un petit groupe de potes. Il y en avait un qui avait loué un appartement. Et puis un soir, on fait une soirée. Tu vois, on était une dizaine, une quinzaine invités dans l'appartement. Et tu avais 3 chambres différentes. Okay. Et nous, on est dans une petite chambre. Voilà, il y a de la musique, il y a une télé. Et à un moment donné, il est 22h. Et je regarde sur ma droite. On est 5 dans la chambre. Je regarde sur ma droite, il y a un gars qui arrive dans la chambre, il court, il va directement dans la télé et il explose la télé. Et le gars, il ressort juste après. C'était un invité ou c'était quelqu'un d'extérieur du groupe? Le gars, on regarde son visage, il doit 40-45 ans, donc c'était pas la même âge que nous. Qui c'est ce gars-là? C'était le voisin. On se rassemble tous, tu vois, à l'entrée comme ça. Il y a mon pote qui était un peu éméché, il lui fait « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Le mec le voit, lui met un coup de boule, un coup de poing et il se casse. Ah ouais, donc, tu vois, ça casse toute la soirée. Et il se trouve qu'en fait, c'était le voisin du dessus. Il avait marre. Il avait marre de la musique. Il était éméché, mais à fond. Et en fait, ce gars-là, c'est un flic. Ah oui, donc, ouais, en plus en Russie, je pense que tu peux rien faire. Et tu peux rien faire. Ouais, et c'est un peu, ça résume un peu tout, toutes les histoires en Russie, quoi. C'est extrême. Mais quand t'es arrivé en Russie, quand t'as vécu à la base à Varsovie pendant 1 an. Ouais. Quand tu arrives là-bas, comment ça s'est déroulé pour toi le process, enfin de t'installer en fait, et aussi par rapport à la langue, parce que tu avais les cours en anglais, je suppose. Ouais, tu étais en anglais, ouais. Mais tu as eu, je sais pas, peut-être sur le coup, tu avais peut-être peur, je sais pas, c'est déjà en dehors de l'Union Européenne, c'est la Russie. Comment ça s'est déroulé tout ça en fait? En fait, c'est, je dirais, mes années de master, et un peu la continuité de mes années d'études. Je sais pas comment c'était pour toi, mais moi, j'ai jamais eu vraiment... Je me suis jamais vraiment inquiété parce que je parlais pas russe, comme je parlais pas polonais quand je suis arrivé. Donc du coup, je faisais tout en anglais. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parlait anglais, c'était un peu trop. C'était facile. Tu pouvais être à Varsovie, en Russie ou en Paris. Au final, c'était à peu près toujours le même entourage, etc. C'est vraiment à partir du moment, j'en reviendrai plus tard, quand j'ai appris le polonais dans un pays étranger,
où là, ça devient un peu plus difficile, parce que tu comprends tout et tu comprends tous les rouages du pays. Donc en Russie, au final, les gens parlaient en anglais avec moi, j'avais des Russes qui traduisaient s'il y avait un problème. Donc j'ai pas trop vu de différence et de problème. Ok, intéressant. Donc grosso modo, si j'ai bien compris, c'est les études qui t'ont amené en Pologne en fait. Ouais, c'est ça. Et tu avais sélectionné. Comment tu as sélectionné Esguera? Est-ce que tu avais postulé dans plusieurs universités en Pologne? J'ai regardé les meilleures écoles en fait. Je voulais juste faire le top classement européen. J'ai regardé les meilleures écoles de commerce. J'avais pris le top 80 en Europe. Et tu devais avoir quelques écoles qui ressortaient de ce classement-là, et dont Esguera. Voilà. Tu avais postulé à Kosminski peut-être? En fait, j'hésitais entre Kosminski et Esguera, et j'avais fait que Esguera. Tu as juste envoyé une seule candidature en fait? Ouais, j'avais pas fait à Kosminski, non. Ok, intéressant. Ok. Donc parce que Esguera, école publique, je crois, et Kosminski privé. Ouais, c'est ça. Donc, mais super école aussi. Oui, très reconnue au niveau Europe. Et du coup, donc tu arrives en Pologne. C'est juste en fait, j'ai une question. Avant que tu arrives en Pologne, est-ce que tu avais des stéréotypes par rapport, je sais pas, au niveau de Varsovie ou la Pologne de manière générale? Comment tu voyais les choses? J'avais pas trop. Moi, il y avait si je dois résumer ça à un stéréotype, c'est la première fois que je suis venu en Pologne, c'était en 2014, je crois, quand j'étais revenu d'Australie. Et j'étais arrivé, c'était au mois de décembre. J'étais avec mon meilleur pote, on était venu exactement. Et on est arrivé à Centrum, dans le centre de Varsovie. Et il y avait 2 policiers et on cherchait une direction. Et les policiers, on leur demande, excusez-moi, est-ce que vous savez? Et la première chose, ils nous regardent, le visage très droit, et ils ne te répondent pas. Et là, très poli là. Et là, tu te dis, bienvenue dans un pays différent, quoi. Donc, non, je pense pas que je suis arrivé en Pologne avec énormément de stéréotypes. Voilà, forcément peut-être des stéréotypes, je dirais, réguliers que tout le monde a. Hein. Tu dis le pays de l'Europe de l'Est, il fait froid, voilà. Mais j'avais pas... Rien en particulier. Et quand t'es arrivé avec ton pote, c'était pour rester combien de temps? Non, on était juste venu en voyage, on avait fait 2 semaines. Voilà, premier voyage en Pologne. C'était uniquement Varsovie, vous avez fait? On avait fait Wrocław, Varsovie. Ah oui, vous avez fait... Ok, Varsovie, Wrocław, ok. Donc tu vois, on a vraiment... C'était sympa quoi, de voir la différence, mais il n'y avait rien qui m'avait trop marqué. Il faisait froid. D'accord. Mais c'est ce voyage-là qui t'a donné l'envie de postuler à Esguera Alors, ce voyage-là, il m'avait confirmé mes envies de venir en Pologne. Et puis, je sais que j'avais je devais avoir 2-3 contacts qui étaient en Pologne aussi. Et mon frère était venu en Pologne avant. Donc, il m'avait fortement encouragé à venir ici. J'avais un autre ami qui était là aussi, donc voilà, c'était pas que ça, mais il y a des amis qui m'avaient encouragé aussi. D'accord. Et tu penses quoi de la Pologne aujourd'hui? Parce que tu as vu quand même l'évolution, surtout Varsovie, hein, et les autres villes polonaises. Mais tu en penses quoi aujourd'hui? Moi, je dis toujours ça. Je dis, à chaque fois, il y a plein de Polonais qui me demandent pourquoi tu es en Pologne. Oui, bah ça, surtout au mariage. Et la première chose que je réponds, moi, je dis, je suis en Pologne parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent partir d'ici. Ah ouais. Et j'ai l'impression que c'est un pays qui est sous-coté sur plein d'aspects. Exactement. Je sais pas ce que toi tu vois de ton côté. Oui, non, je pense la même chose. Il y a énormément de choses qui sont sous-cotées, le style de vie ici, le potentiel du pays, niveau de business, on en reviendra, le potentiel de vie ici. Et je pense que surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, c'est un pays qui est je dirais, qui est entre les 2 blocs aujourd'hui, et tout se passe ici. Ouais, une position stratégique. Hein. Exactement. Donc, toi, même un truc tout con pour voyager aujourd'hui. Demain, tu vas aller en Islande, t'es au centre de tout, quoi. Ouais. Et c'est super. Donc, je dirais, je suis hyper positif sur le pays ici. C'est juste que les gens, il faut qu'ils s'en rendent compte, quoi. C'est ça la différence. Oui, après, moi, comment dire, dans mon expérience de vie par rapport à la Pologne, et quand je reviens sur Metz, ou que je rencontre de nouveaux Français, qui n'ont jamais été en Pologne, généralement, j'essaie même pas de convaincre. Ouais. Je leur dis toujours, tu viens et tu verras. Exactement. Prends un billet, tu verras sur place, et là, tu te rends compte peut-être de la différence entre la France et la Pologne ou d'autres pays. Ouais. Mais je pense que c'est une chose à faire pour tout le monde, de venir ici 3-4 jours à Varsovie. Exactement. De venir plutôt en été, de préférence. Mais l'hiver aussi, c'est sympa, le marché de Noël, tout ça, c'est joli. Bien sûr. L'atmosphère est pas mal quand même. Ouais, t'as raison. Et c'est la meilleure chose parce que t'as des gens qui vont peut-être pas forcément se rendre compte des opportunités ici. Et c'est un pays, en vrai, quand tu réfléchis, c'est un pays fait pour les entrepreneurs. Oui. Parce qu'il y a tellement de choses à faire ici. Et t'as des personnes qui vont peut-être pas se rendre compte de ces opportunités.
Donc, ils vont venir ici, ils vont se dire, ouais, c'est bien, peut-être il fait froid. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire. Personnellement, je trouve, tu sais, l'énergie à Varsovie, je sais pas si tu ressens ça des fois, mais tu vois quand même ça bouge, tu as envie de réussir ici. C'est quand tu vois tout ce qui se passe, même au niveau des gratte-ciel, tu te dis quand même c'est incroyable de voir ça, alors qu'il y a 30 ans c'était l'époque communiste, c'était un autre monde. Et là tu te retrouves dans une ville, c'est un mini New York, et voilà, c'est ça qui est impressionnant en fait aussi, ça donne envie de réussir, de créer son entreprise. C'est une ville à taille humaine. Et ça aussi, ouais. Et tu peux réussir beaucoup de choses sans forcément arriver ici avec un paquet d'argent comme ça. Et c'est peut-être la différence avec beaucoup de villes européennes, je dirais. C'est sûr, je pense que si tu voulais lancer ton business, admettons à Londres ou à Paris, et ici, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais ça, on en parlera par la suite. Exactement. Et je fais une petite transition. Je t'ai demandé de ramener un objet. Ouais, exactement. Alors, l'objet que je t'ai ramené, ça va être ça. Un croissant. Ok, un croissant. Et ça a quoi celui-là, j'ai croissant nature, mais j'ai un autre croissant ici, qui est un croissant avec de la vanille et du caramel. Alors, pourquoi je t'ai ramené ça? En fait, l'objet que je voulais ramener, c'est un ballon de foot. D'accord. À la base, okay. Parce que je pense que ça me définit énormément. Mais c'est une bonne, je dirais, une transition, parce que le croissant, c'est ce qui m'a permis, je dirais, de débuter dans le business ici à Varsovie. Donc c'est l'objet qui représente aujourd'hui ce que l'émotion représente. Exactement. D'accord, ok, intéressant. Moi je vous mangerai après. Hein. Exactement. Et du coup voilà, belle transition. Hein. Idéal pour un café. Croissant. Exactement. Le fameux croissant français. Voilà. Et du coup, actuellement, juste pour comprendre, donc tu gères l'émotion. Pourquoi ce nom d'ailleurs? En fait, ça arrivait comme ça tout à l'heure, je pensais au podcast, je me dis tiens, mais pourquoi l'émotion? Pourquoi ce nom, l'émotion bistrot? En fait, quand on a débuté au début, on s'est dit, on a fait une liste de 15-20 mots qui pourraient être intéressants. On a regardé un peu ce qui se passait sur Varsovie, la concurrence qu'ils faisaient, etc. Il y a des choses qui sont ressorties, par exemple, qu'il y a beaucoup de business dans la boulangerie ou la bistrot, où c'est des prénoms français. Oui, comme Vincent, Charlotte. Par exemple, et on voulait faire une chose un peu différente. Comme Paul aussi, qui est un peu... Exact, aussi. D'accord. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc, on a fait une liste de 15 mots français qui pouvaient nous représenter. Dedans, je crois qu'il y avait le nom du village où j'habite, voilà, des noms différents. Et on en est venu à la conclusion qu'il fallait trouver un mot que tout le monde pouvait comprendre, tout le monde pouvait dire, et qui restait assez français. Et facile à prononcer. Oui, à prononcer pour tout le monde. Exactement, parce que émotion, en anglais, emotion, en polonais, c'est emocja. Ouais. Et ça représente un petit peu ce qu'on veut. Et puis comme c'est latin, pour l'espagnol, c'est facile. Pour les tout le monde peut comprendre. Donc, il n'y a pas de... on ne trébuche pas sur le mot. D'accord. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on en est venu à ma petite question qui était venue tout à l'heure, je pensais à ça, je dis tiens, pourquoi l'émotion? C'est pas facile, hein. Non, mais je te comprends. Ouais. Je comprends tout à fait, c'est jamais simple de trouver un... Il faut pas se tromper aussi. Non. Pas que le mot-là ait une connotation différente. Ce qui peut arriver, j'ai eu le cas une fois, j'étais consultant pour une marque en République tchèque, c'est pour les habits, et leur nom c'était Pupa. Pupa, ah bah tu vois. En Pologne, très bien, il y a une marque de vêtements qui s'appelle Le Petit Trou. Oui. Oui, ça j'explique toujours à mes amis polonais. Le petit trou, ça marchera pas en France. Non, pas trop, non. Ça sera catégorisé un peu différemment. Mais c'est vrai, non, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention dans la sélection de l'entreprise. C'est pas de la marque, quoi. C'est banal au final, mais c'est super important. Il y a une plateforme aussi, par exemple, de location d'appartements. Ouais. Ça s'appelle Flacio. Ouais. C'est une plateforme, je crois, je sais plus de quel pays en Europe. Mais en polonais, Flacio, Felatio. Ah. J'ai déjà vu quand ils faisaient des posts, la marque, ils faisaient des posts sponsorisés sur Facebook automatiquement pour attaquer le marché polonais. Et automatiquement, Fellation. C'est pas l'idéal. Ça passe bien. Bah oui, c'est un peu risqué. Mais c'est vrai que voilà, j'étais intéressé par le nom, en fait, d'où ça venait. Très bonne l'émotion en plus, voilà. C'est très facile à lire, à se rappeler. On est où? Je suis à l'émotion. Exactement. Donc ça reste simple et
n'est pas compliqué. La difficulté, c'est l'apostrophe, parce qu'en Pologne, il n'y a pas d'apostrophe. Donc, on pensait mettre le mot tout entier, mais il y a déjà quelque chose comme ça qui existe. D'accord. Un business dans les vêtements, il me semble. Donc, voilà, c'était un peu différent. Donc, d'où l'idée de partir. D'accord. Ouais. Et Thibaut, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton business actuellement? Enfin, l'émotion, et si tu en as d'autres d'ailleurs, je ne sais pas. En quoi ça consiste? Donc, on a commencé, l'histoire, elle est très simple. C'est il y a 6 ans. Maintenant, ça fait 8 ans que je suis en Pologne. Il y a 6 ans, je venais finir mes études et je commence un contrat VIE. Donc, je travaille pour une entreprise française à l'étranger, le groupe LDC, d'ailleurs à qui je suis très reconnaissant parce que j'ai énormément appris grâce à eux, qui est spécialisé dans la volaille, etc. Et un jour, j'envoie un message d'anniversaire à un Français. Je lui dis voilà, joyeux anniversaire, et quand tu auras le temps, tu peux venir en Pologne, tu es le bienvenu. Comme ce que tu fais, je pense, à 99% de tes potes, tu leur as un bon anniversaire, viens si tu veux. T'as intérêt. Et c'est ça. Sauf que lui, il était à New York à ce moment-là, et il me dit pas de souci, je viens. Okay. Donc quelques mois plus tard, c'était le début de mon VE, il vient en Pologne, et il se trouve que lui, il est pâtissier. D'accord. Okay. Et à la base, on vient du même village. C'est-à-dire qu'on vient d'un village à côté du Mans. Ouais, côte à côte. Ouais. C'est ça, nos parents, ils habitent à 1 kilomètre l'un de l'autre. Et voilà, chacun fait sa petite vie. Et il vient ici, et on commence à faire un peu le tour de Varsovie. Et je lui ai fait exactement comme ce que tu as fait à tes potes. Je lui ai dit, fais le tour pendant quelques jours, et on en reparle à la fin. Ouais, tu goûtes à l'atmosphère, vois comment tu te promènes. Et... Exactement. Donc, il avait fait toute la ville, et on s'était vu à la fin, et on s'est dit, ça serait sympa de faire quelque chose. Ouais. Comme tu as beaucoup d'idées, ouais. Toujours vouloir l'envie de faire quelque chose de nouveau. Et la boulangerie, la difficulté de tout ça, c'est énormément d'investissement. Donc, il faut avoir une production. Et c'est des coûts assez élevés au début. Donc, on est parti sur l'idée de vouloir construire une boulangerie-pâtisserie ici à Varsovie. Donc, on a construit un business plan. On a fait des démarches auprès de potentiels investisseurs. Il s'est trouvé qu'on n'a pas réussi notre pari d'avoir un investisseur avec nous. C'était compliqué, c'était un gros risque. En termes de somme, vous recherchez combien à l'époque? C'était presque 350 000 euros, je crois. Ah oui, c'est conséquent quand même. C'est conséquent quand t'as pas déjà le pied dans le business ici, en fait. Oui, les gens te connaissent pas. Et puis, je suppose qu'à l'époque, tu n'avais pas encore d'expérience dans l'entrepreneuriat. Exactement. Et ton ami, il était déjà entrepreneur ou juste pâtissier? Pâtissier, pareil. Donc, ok, de profession, mais il n'a jamais créé un business, d'accord. Exactement. Ouais. Donc, entre le travail, moi je revenais le soir pendant 1 an, j'écrivais le business model, les week-ends je travaillais là-dessus. Et donc on en arrivait, moi je finissais mon contrat VIE, et en fait j'ai fini mon contrat VIE sans avoir d'après. Parce que dans mon après, je me disais, on part dans l'entrepreneuriat. On lance le business, oui. Donc, de fil en aiguille, on a trouvé des gens avec qui on a réussi à faire un partenariat. On a réussi à trouver une production où on pouvait produire. Et donc, d'externaliser, en fait, ça t'évite d'avoir des frais conséquents. Exactement. D'accord. Donc, on a externalisé tout ça. Et c'est comme ça qu'on a débuté. Donc, on a mis, je dirais, 1000 zlotys chacun. On a débuté sans rien. On n'a aucun investisseur, rien que notre argent. C'était en quelle année, ça? C'était en 2000... c'était il y a 4 ans, donc en 2019, il me semble. Avant le Covid. D'accord. 2019. Et voilà. Ok. Alors juste, donc 2019, vous lancez tous les deux le business avec 1000 zlotys par tête. Donc en septembre, le Covid c'est en 2020, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. En septembre 2019, vous lancez. Je finis mon contrat de travail. Okay. En octobre, novembre, ça commence à se mettre en place. Et le 1er janvier, début janvier, l'entreprise est établie. Établie, d'accord. Exactement. Donc, on peut faire des croissants, on peut faire ça. Par contre, il faut trouver des clients. Oui. Et quand tu te lances, on n'a pas d'endroit, on n'a pas d'argent pour faire un endroit. Donc, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va commencer à voir les cafés, les différents cafétérias sur Varsovie et les démarcher. Sauf que tu commences à les démarcher, tu fais des trucs à droite à gauche et il y a le Covid qui arrive. Oui. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je me l'ai dit. Et ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait eu l'idée d'avoir investi pas mal dans les réseaux sociaux. En fait, le seul argent qu'on avait... Ah, le côté marketing, ok. Exactement. On avait juste une fille qu'on payait tous les mois, qui a fait un super boulot et qui nous faisait les réseaux sociaux. Et quand il y a le Covid qui arrivait, et ben, on était présents sur les réseaux sociaux. Et là, il y a tout le monde, il y a une vague de personnes, c'était partout dans le monde, hein, c'est livraison à domicile. Et donc, du coup, on a fait des petits paquets, etc. On proposait ça.
livraison de croissants à domicile. Livraison de croissants à domicile. Ok. C'était parti là-dessus. J'y croyais pas. Hein. Et donc, du coup, ce qu'on a trouvé, c'est que mon collègue était en production. Il partait le matin, il faisait tous les produits. Moi, j'allais récupérer les produits avec ma voiture. Je faisais les livraisons. Et l'après-midi, je préparais les commandes pour le lendemain. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a débuté. Et juste pour reprendre, ton ami il était en contrôle production. C'était quoi son rôle à ce moment-là, en fait Lui, il faisait toute la production. Ah, toute la production. Donc, lui, il s'occupait de faire les croissants. Mais la production, vous passez par une entreprise extérieure, c'est ça? C'est ça. Donc, on produit dans une entreprise extérieure. Exactement. Et lui, il est sur place pour vérifier. Lui, il est sur place. Lui, il fait les produits. D'accord. Et nous, on les revend après. D'accord. Ouais, c'est comme un espace genre coworking. Exactement. Pour créer des croissants. C'est exactement ça. Tu loues ton espace et de là, tu peux utiliser les machines pour pouvoir créer ton produit, en fait. Exactement. D'accord, ok. C'est exactement Juste ça. pour comprendre, en fait, comment ça se déroule. Et comment ça se passe au niveau de ça? Vous payez un forfait tous les mois? En fait, on est tombé d'accord avec la personne qui nous loue cet endroit-là. D'accord. Donc, où tous les mois, voilà, il reçoit quelque chose par rapport à l'utilisation qu'on fait des machines. Donc, voilà. Mais au final, je pense que c'était la meilleure chose qu'on aurait dû penser depuis le début. Ah, mais c'est expérience. Tu sais pas. Exactement. Mais ça s'appelle expérience. Tu sais pas. Mais c'est bien après. Ça évite d'investir, de mettre beaucoup de fonds à la base pour lancer le business. Ah, complètement. Et je pense que si je devais donner un conseil à n'importe qui va entreprendre, et si tu devais retenir qu'une chose de ce que tu devais faire, c'est au lieu de voir, il faut voir gros, mais il faut commencer petit. Ouais. Et avant de commencer d'aller voir des investisseurs, etc., il faut tester le produit. Oui, ça je confirme avec toi. S'assurer que le produit, même si tu peux faire plein d'autres choses, concentrer sur un ou deux produits sur lesquels tu peux être très bon, et après tu peux développer ça. Ouais, puis recevoir les feedbacks des clients. Exactement. Dire, ça j'aime pas, ça j'aime bien, mais c'est comme pour un site web, quand tu as une idée. Moi, quand j'ai lancé un business, l'idée c'était de lancer très rapidement le site web pour pas cher, version bêta, même moche, peu importe, mais voir si le site est fonctionnel et qu'il y a une demande derrière. Parce que j'ai vu d'autres personnes qui ont lancé des plateformes similaires à la mienne, dans la location d'appartements. Et ils avaient mis, je crois, dans les 50-60 000 euros pour lancer les plateformes. Et ils se sont plantés. Alors qu'à la base, moi, c'était sur WordPress. Tu investis 200-300 euros et puis tu vois s'il y a un marché. Là, on en revient au même, en fait. Complètement. Lancer rapidement et puis voir si le marché il a besoin, en fait. C'est vraiment un besoin. Exactement. Comment ils réagissent à ça. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ça. Donc du coup, ok, Covid il arrive, donc moi j'en rigole mais ça me fait sourire. Mais moi aussi. Croissant à domicile, ok, pourquoi pas. Ouais. Et c'était, vous vendez quoi C'était des box. Des box en fait, les gens ils commandaient, on avait différents types de box, je crois 2, une petite et une grande. Et les gens, ils choisissaient, je sais pas, il y avait 5 croissants, 5 pains au chocolat, 2 pains en raisin. D'accord. Et on avait un prix. Et les gens, on les dit, moi, le matin, il faudrait que je sois le plus rapidement possible à Varsovie. Et là, tu te rends compte des problèmes de logistique parce que tu as une livraison dans le nord, dans le sud. Ouais. Et la chance qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation avec le Covid. Bah oui. Donc ça se passait bien. Oui. Donc voilà, tu remplis les cases comme ça, et au fur et à mesure, voilà, il y a le Covid, c'est mars, avril, mais ça commence à se tasser un peu, et on a une grande chance, c'est de pouvoir ouvrir un stand dans une halle dans le centre de Varsovie. Oui, à La Guardia, je précise. Exactement. Qui était détenu aussi par un Français, donc qui connaissait aussi les produits. Donc c'était beaucoup plus facile de rentrer dans un endroit comme ça que si c'était quelqu'un qui ne connaissait pas les produits. Oui, forcément. Ouais. Donc voilà, on a construit, je dirais, étape par étape, et tout vraiment tout doucement. Ouais. Tout doucement. Et donc, vous prenez le stand à La Guardia. Comment ça fonctionnait en fait à ce moment-là après le Covid? C'était durant le Covid en fait. Hein. C'est ça. Alors il y avait au début on faisait des livraisons tous les samedis matins à La Guardia parce que c'est resté fermé au début pendant le Covid. Et après ils ont eu la chance de pouvoir réouvrir même pendant le Covid parce qu'ils avaient eu des autorisations. Donc c'était l'un des seuls endroits sur Varsovie qui était ouvert. D'accord. Parce que tous les restaurants étaient fermés. Donc on a eu de la chance qu'il y a eu énormément de monde qui est venu. Donc pour nous, businessment parlant, c'était bénéfique. Donc on avait à La Guardia, et en même temps de ça, on continuait à faire les livraisons en fait. D'accord. Mais en termes de business, à ce moment-là, tu faisais, si je prends en termes de chiffre d'affaires, tu crées plus de chiffres à La Guardia ou avec les livraisons? En fait, au début, c'est avec les livraisons, et puis après, ça commence à se tasser un petit peu. Tu as beaucoup moins de livraisons parce que les gens sont habitués aux livraisons, ce qui était
un boom au début, ça l'est moins après. Et donc, du coup, Alakvardi devient de plus en plus important. Mais c'était des chiffres d'affaires qui restaient dérisoires. Il n'y avait pas grand-chose à gagner avec ça, mais c'était vraiment histoire de lancer. Oui, forcément. Puis tu crées ton réseau. C'est ça. Tu vois les problèmes au quotidien, etc. T'apprends, forcément. T'apprends tout et t'apprends de A à Z. C'est-à-dire de la livraison, c'est-à-dire savoir comment un livreur travaille, jusqu'à la vente, savoir comment un vendeur travaille, utiliser la machine, le terminal. C'est des trucs tout bêtes. Personne n'y pense à ça. Mais à chaque fois que tu as un problème dans le futur, avec tes employés, au moins tu as la réponse parce que tu l'as déjà fait. Oui, c'est ça. Mais au niveau, quand tu parles de la livraison maintenant, parce que tu disais que tu faisais la livraison toi-même au début, c'est ça? Ouais. Et après, vous avez commencé à externaliser, je suppose. Vous avez embauché quelqu'un? On a embauché quelqu'un. Et aujourd'hui, on a donc la chance d'avoir un livreur qui vient. Donc, on a l'Émotion Bistrot. Donc, on a notre bistrot qui est livré 6 jours par semaine. D'accord. Et à côté de ça, on fait une livraison d'entre 10 et 15 cafés sur Varsovie. D'accord. Donc, ils commandent des croissants tous les matins. Ouais, vous avez fait des partenariats. Exactement. Okay. Donc, ça fait des partenariats maintenant 3 ans avec certains avec qui on travaille. Oh, très bien, ça. Donc, c'est bien, on les habitue à ça. Puis, pour toi, c'est un chiffre d'affaires récurrent. C'est exactement. Je suppose que c'est quoi? C'est des contrats mensuels? Il n'y a pas de contrat avec eux. C'est à la commande, en fait. C'est à la commande. Moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre, et c'est ça qui est difficile ici un peu, c'est que voilà, on ne réagit pas émotionnellement aux ventes. Il ne faut pas se dire la première semaine, on n'a rien vendu, ça ne va pas marcher. Il faut prendre du temps, etc. Donc, on a eu plein de différents cafés. Il y en a des fois qui ont arrêté parce qu'ils vendaient moins, ils n'étaient pas patients. Mais aujourd'hui, on a réussi à stabiliser un petit peu tout ça. Tu peux proposer l'abonnement croissant, l'Émotion. Exactement. Mais c'est ce qu'on avait fait. On avait réfléchi à plein de trucs pendant le Covid. Ouais, je sais bien, moi, ça, j'en doute pas. Tu as toutes les choses différentes que tu pouvais faire. Donc, Du coup, ok, donc livraison, il faut lancer le stand à Alaguardi. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on fait des marchés l'été. On essaye de vendre nos produits, de faire connaître nos produits. Ouais, c'était pas les petits déjeuners. Les targis. Les targis, ouais, c'est ça. C'est ça, les breakfast market, ouais. Mais à ce moment-là, tu commençais à parler polonais ou pas du tout? À ce moment-là, je parlais déjà polonais. D'accord. Parce que tu as appris par toi-même? J'ai appris, quand j'ai fini mes études, j'ai pris un prof privé pendant 2 mois. Et intensif, 2 mois vraiment intensifs. Et après, je suis parti faire mon VIE en dehors de Varsovie. Et c'est là où j'ai appris le polonais. D'accord, c'est juste une question. Parce que on précise bien que quand tu arrives en Pologne, tu parlais pas du tout polonais. Pas polonais, non. Et aujourd'hui, tu parles couramment. Ouais, aujourd'hui, maintenant, je parle. Ouais. Juste pour préciser à l'audience. Ouais. Je les appelle la question, mais. Non, mais c'est vrai. C'est juste pour préciser. Ok, on ferme la parenthèse. On est au business. Tu l'as pris après combien de temps, toi, le polonais? Ça t'a pris combien de temps? Moi, écoute, quand je suis arrivé la première fois en Pologne, j'étais en volontariat. Ça s'appelle le service volontaire européen. Ouais. C'est pas un VIE en fait, mais c'est similaire, sauf que tu travailles en association. Ok. Et du coup, dans le cadre de ce volontariat, tu as des cours de langue. Et moi, j'avais un professeur qui parlait anglais et polonais uniquement. Okay. Et c'était du lundi au vendredi. Et moi, je parlais à peine anglais. Je parlais pas polonais. Et du coup, j'avais 2 dictionnaires à l'époque. J'avais le dictionnaire, je crois que c'était anglais-français et anglais-polonais. Ouais. Et quand je ressortais du cours, j'étais... La tête comme ça. Ah ouais. Et aujourd'hui, tu parles anglais, polonais et français? Oui, les 3 langues. Quoi. Ouais. Ce qui m'a permis en fait de vraiment apprendre les 2 langues voilà, dans la vie de tous les jours. Mais je me rappelle, c'était pas évident au début. Hein. La langue polonaise, c'est assez particulier. C'est difficile. Il faut s'accrocher. Hein. Ouais. C'est bon, je pense que tu dois connaître beaucoup d'étrangers qui habitent ici depuis X années. Ils parlent à peine polonais, quoi. C'est difficile, ouais. Faire l'effort, en fait, c'est ça aussi. Moi, j'ai vraiment eu la chance, c'est quand je suis parti de Varsovie, en fait. À partir du moment où t'es dans le bassin, voilà, t'as tout le monde qui te parle polonais en face, t'as personne qui parle anglais, et là, t'as pas le choix. C'est le meilleur moyen d'apprendre, quoi. Exactement. Du coup, on revient au business. Donc, Alaguardi, et ensuite... Alakvardi, les marchés. Voilà, c'est ça. Et puis en fait, on essaye de développer. Donc, comme tu sais ce que c'est le business, c'est la jungle. Donc, tu essayes de faire plein de trucs. T'essayes. Donc, tu démarches des entreprises. Donc, on fait des fois, on faisait, et on fait toujours d'ailleurs, des livraisons dans des entreprises. On t'essaye, tu rencontres un Français qui connaît un autre Français. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu dis, écoute, je fais ça. Donc en fait, tu essayes tout. Et c'était vraiment ça l'apprentissage. C'est que aujourd'hui, voilà, ça fait 4 ans qu'on a réussi à monter l'Émotion. Où ça ira, j'en sais rien. Mais au moins, ce que je sais, c'est que tout l'apprentissage, c'est la plus belle chose que tu peux avoir. Tu apprends tellement sur toi, sur les autres, sur les gens. C'est incroyable. Sur l'écosystème. Exactement. Exactement. Et puis, tu commences à comprendre comment la vie fonctionne, tout simplement.
Et j'ai l'impression que moi, quand j'étais plus jeune ou quand j'étais pas encore dans l'entrepreneuriat, j'étais très naïf sur plein de fonctionnements. Parce que je me rendais pas compte. Je pense comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, exactement. Oui. Mais c'est vraiment là où tu es dans le bassin et tu dois te débrouiller, quoi. Tu dois nager. Il y a des surprises. Et il y a énormément de surprises. Ouais. Il y a des surprises. Ok, donc, ensuite, vous en lancez les petits déjeuners. C'est ça. Et après ça on en arrive, ça a 3 ans qui passent. Et on se dit, à la Gvardier va fermer. On vend que des croissants, je dirais que. Bon, c'est déjà beaucoup, mais des croissants, enfin de la viennoiserie et de la pâtisserie. Et on voulait un peu se diversifier. Donc c'est à partir de là où on s'est dit, ça serait peut-être bien d'aller sur l'idée d'un bistrot. Donc le matin, rester sur le même concept, mais ramener d'autres choses le soir. Ouais, donc tu rentabilises le loyer. Exactement. Ce loyer, oui, ça on va en parler, mais... En fait, c'est ça. C'est l'idée de... La plage horaire qui est beaucoup plus élargie. La problématique, je dirais pas, c'est pas une problématique, mais l'idée, c'est en fait rentabiliser exactement ton loyer. C'est d'être ouvert du matin au soir. Donc, on en arrivait à l'ouvrir l'émotion bistrot. Donc, c'est un bistrot qu'on a dans le centre de Varsovie, qui fait aujourd'hui 100 mètres carrés. On doit avoir presque 50 places assises. Une petite terrasse en plus. Une petite terrasse l'été, c'est super, au côté de la rivière. Puis des fois, on abuse un peu plus quand on fait les soirées. Exactement, comme on a fait le 14 juillet. Exactement, très très belle soirée, je précise. L'an dernier, j'avais du mal. Hein. Mais c'était une belle soirée. C'est fait pour. Ouais, mais ça, c'est intéressant en termes de business. Je vais prendre un exemple. Tu connais Vouch un peu Petroska Off. Ça te dit quelque chose, sans doute. Ouais. Bien sûr. Il y a un barbier là-bas. Ok. Bah lui, en fait, la journée, c'est barbier et le soir, c'est un bar. Donc, sa plage horaire, et il rentabilise tous les jours comme ça. C'est intéressant aussi de voir le concept. C'est intéressant la différence parce que bar et barbier, enfin, c'est... Ouais. Mais le gars, il a réussi à changer son... Ouais, en fait, t'as un bar dans le barbier, mais un gros bar. Et en fait, dès qu'il passe en mode le soir cocktail, ils enlèvent tout le matos... les rasoirs, les chaises, et puis ils mettent à la place des tables, etc. Et c'est la même entreprise ? Ah ouais. Waouh, c'est incroyable. Je t'enverrai le nom. Ça, c'est fou. Ouais. C'est fou parce que là, tu es sur 2 concepts complètement différents, quoi. Mais ça marche, hein. Ça tourne très bien. C'est toujours ce que je me suis dit. Toujours ce que je me suis dit dans ma tête, c'est comment tu peux rentabiliser un endroit du matin au soir. Ouais. Alors, tu vois, dans notre exemple, nous, c'est plus facile parce que le matin, tu as les petits déjeuners. Le midi, après-midi, c'est lunch. Ouais, ce qui est habituel à Varsovie. Hein, Exactement. Le soir, c'est le vin et ça. Et là, ce qu'on a commencé à faire depuis quelques mois, c'est les événements. Donc, tu vois, ça... Qui marche très bien en plus, je pense. Ça, belle soirée, hein. C'est sympa, on a fait des beaux événements. Là, on a fait le festival de la bière belge. On a fait les événements... Le 14 juillet. On a fait le festival du vin. Et il y en a beaucoup de nouveaux événements qui vont arriver. Mais tu vois, un jour, on a fait l'anniversaire de l'émotion au mois de septembre. On avait ouvert à 9h le matin. Le lendemain, on avait terminé à 5h du matin. Donc, en fait, tu avais tout ton endroit, toutes tes plages horaires qui étaient remplies. 24 heures, là. Ouais, c'est l'objectif. Ouais, c'est incroyable. Donc, mais comme tu dis, c'est rentabiliser l'endroit. Tu penses que ça peut marcher, ce même concept en France, ou pas? Ou difficile à dire? Non, je pense que ça peut marcher, ouais. Après, la Pologne a ses habitudes. Ici, c'est différent. Un bistrot français, c'est plus... Tu as des habitudes différentes ici qu'en France. Les gens mangent des choses différentes, etc. Mais je pense que d'arriver sur un endroit que tu peux rentabiliser avec une plage horaire élargie, ça, ouais. Mais en fait, j'imagine le même concept en France. Tu sais, le petit-déj, lunch... les bistrots, c'est ce qu'ils font un peu en France quand tu y réfléchis. C'est un peu l'idée. Après... je pense que en France, c'est déjà énormément développé le marché du bistrot. Ça aussi, c'est vrai. Ouais, c'est assez bouché. Ouais. C'est ça. Ici, c'est un peu nouveau, quoi. D'accord. Donc, vous avez pris le local à Povichli, hein, ouais, c'est ça. Ok. Vous avez visité différents emplacements. C'était vraiment celui-ci que vous voulez de base, le quartier Povichli? En fait, Povichli, c'est simple. On voulait un endroit où on était hyper central parce qu'on voulait faire des livraisons avec les applications. D'accord. Donc, utiliser à fond les applications de livraison, Uber Eats, Volt, etc. Donc, on s'était dit, si on se met à Povichli, de l'autre côté, tu as l'autre côté de la rivière où tu peux desservir pas mal de gens. Et à Praga, oui. Praga Północ et Praga Sud et Praga Nord, où tu as pas mal de gens où il n'y a pas beaucoup d'offres. D'accord. Et les gens, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans le centre à chaque fois de Varsovie. Donc, soit tu peux les servir avec des livraisons, soit tu peux les servir... Et là, c'est juste à côté, en fait. Tu as le point traversé, et puis c'est bon. Exactement. Donc voilà, on avait vu quelques endroits, on en a contacté. Tu sais comment c'est, hein, t'es je suis dedans. Les avez mis combien de temps pour trouver En fait, c'était pas trop long. On a commencé à chercher au mois de janvier. Au mois de février, on a trouvé l'endroit.
Après, on était avec un avocat pendant 1 mois pour négocier ces contrats. Et les travaux, ils ont dû commencer avril. Donc au final, ça n'a pas mis trop... Ça s'est bien déroulé, quoi. Et comment s'est passé? Vous avez comment ça s'appelle en français? Un pas de porte à payer ou pas? Un pas de porte, c'est quand tu as payé un... Ah, je sais plus. L'agent Pas l'agent, non, mais des fois, en fait, un droit d'entrée. Ouais, un droit d'entrée. Non, t'avais juste l'endroit... Puis la caution à déposer. La caution, puis voilà. Puis tu négocies les premiers mois de... quand tu rénoves, on a négocié avec eux pour avoir une promotion, et puis voilà, quoi. Et puis après, t'es lancé dedans, quoi. Maintenant, c'est la machine. Après, c'est une machine qui doit tourner, c'est ça qui est difficile. Donc, la machine se lance quand? On commence au mois d'octobre. Donc, tu as tout l'été qui passe. Octobre, quelle année déjà? C'est l'année dernière, c'était en 2022. 2022, c'est ça, octobre 2022, exactement. 2022, d'accord. Et au début, en fait, comment s'est passé le lancement? Au début, en fait, tu te lances là-dedans et tu n'as pas d'expérience. Donc, tu apprends. Pareil, tu apprends à avoir des employés au quotidien. Ouais, ce que tu n'avais pas avant. Avant, c'était week-end. Petite équipe, ouais. Donc, tu apprends à gérer des gens, tu dois gérer les employés, tu dois gérer tout ce qui est les ingrédients, donc toute la cuisine. Tu dois gérer les ventes, parce que le plus important, on peut dire ce qu'on veut, mais le plus important, c'est les ventes. Ouais, c'est le cash. Parce qu'on peut avoir les meilleurs employés, les meilleurs produits, mais si tu n'as pas de vente, ça ne marche pas. Donc, tu as plein de choses à gérer. Donc, faut savoir prendre du recul et puis surtout bien s'entourer, quoi. C'est ça qui est le plus important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, juste pour revenir au niveau de tes associés. Ouais. Donc, tu as ton ami de ton village. Exactement. Ok. Et ensuite, est-ce que tu as quelqu'un d'autre qui est dans le business? Ouais, donc il y a ma partenaire qui nous a rejoint il y a pas très longtemps. D'accord. Donc, on est 3 dans le business. Et aujourd'hui, on s'occupe de nous tous, du magasin, des cafés à qui on vend les produits, des marchés laitiers, des ventes sur les livraisons, je te parle en vente, des ventes de livraison, de faire des événements. Et là, on va lancer une nouvelle, je dirais, catégorie qui est l'idée de lancer du catering. Donc, faire, voilà, très simple au début, parce qu'il faut rester simple, mais faire du traiteur pour des entreprises. Oui, pour les événements. Exactement. Donc, et juste pour reprendre vos rôles définis. Ouais. Donc, il y a ton ami... C'est tout ce qui est production toujours, je suppose. Exactement. Pâtisserie. Donc, il est focus sur ça, d'accord. Ta compagne, c'est quoi son rôle en fait? Son rôle, c'est plus au niveau du magasin, donc la cuisine. Okay. Donc gérer tout ce qui est nouvelles recettes, gérer aussi les employés et je dirais le côté marketing aussi. Donc il y a le bistrot et le côté marketing. On emploie une fille aussi qui nous fait le marketing, mais c'est elle qui est en relation avec elle et qui fait tout en fait. D'accord. Qui programme tout. Et dans ton cas, c'est quoi ton Moi, rôle? dans mon cas, c'est le développement de l'entreprise énormément, la finance avec tout ce qui est la comptabilité, etc. La gestion de l'entreprise, je dirais plus. Donc, le plus gros de mon travail aujourd'hui, c'est sur le développement. Donc, tu as des tâches quotidiennes qui sont la comptabilité, etc. Mais vraiment, le plus gros du boulot, c'est le développement. Avec les événements, donc c'est l'organisation de tous les événements, d'aller à faire du networking et puis de chercher de nouveaux clients au quotidien, que ce soit des cafés, que ce soit des entreprises. Donc voilà, c'est ça le travail et c'est énorme. Ouais, c'est assez chargé. Ouais, tu sais comment c'est. Puis surtout, encore une fois, on n'a pas d'investisseurs, on n'a rien, donc on fait tout nous-mêmes, quoi. On apprend tout nous-mêmes, quoi. D'accord. Et par rapport à ta compagne, le fait qu'elle travaille ensemble, comment ça se passe au quotidien? Je pense que pour avoir une réussite professionnelle, quand tu as un couple qui travaille dans la même entreprise, c'est de bien savoir définir les tâches et de bien mettre en place les barrières et de le mettre dès le début. J'ai entendu énormément de personnes qui travaillent avec leurs copines ou leurs femmes et vice-versa, et c'était compliqué parce que je pense qu'il y a des fois où on oublie de faire la différence entre le travail et la maison. La relation de couple. Exactement. Donc, nous, dans notre cas, on arrive à... C'est pas facile tous les jours, mais on arrive à faire la différence. Quand on est à la maison, peut-être on parle beaucoup moins du business. Et quand on travaille, on reste très professionnel. Donc, je pense que c'est vraiment définir les règles dès le début. Et c'est le plus important, quoi. Et du coup, quand tu arrives à la maison, vous vous posez, je sais pas, j'imagine ce soir, vous parlez... un peu business, pas du tout. C'est vraiment le sujet que vous évitez? Non, on peut en parler un peu de temps en temps, mais moi, je pense que j'y arrive un peu plus qu'elle. Mais ça s'apprend avec le temps aussi et l'expérience. C'est que je switch rapidement, je parle de la vie au quotidien.
en fait, partir sur la petite routine de la vie au quotidien, c'est ce qui permet aussi de garder cette bonne relation. Parce que le boulot au quotidien, c'est la jungle. Parce qu'il faut toujours se battre. Et d'avoir sa petite routine à la maison, je pense que c'est une très bonne balance entre les deux. Et c'est super important. D'accord. Donc voilà, quand tu rentres à la maison, on parle de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi pour aussi revenir un peu à la vie normale, quoi. Ok. Et par rapport au lancement de l'émotion, je parle de l'emplacement là, pour vigiler, etc. Est-ce que tu avais des appréhensions? Enfin, je veux dire, tu dis, ouais, peut-être qu'on n'est pas encore prêt. Des pensées limitantes en fait dans tout ça. Mais en fait, à chaque fois qu'on essaye de faire un truc dans le business, on essaye de s'assurer que l'étape d'avant, elle est finie. D'accord. Plus ou moins. Je vais te donner un exemple. Là, tu vois, avec le bistrot, il y en a plein qui me disent ouais, faudrait ouvrir un deuxième, etc. Ouais, genre une franchise. Exactement. Ouais. Ou alors, ouais, ouvrez là-bas, c'est bien, c'est bien. Je pense que le plus important, c'est quand tu veux aller à l'étape d'après, c'est vraiment de s'assurer que l'étape est franchie et finie. C'est que tous les points qui sont importants, au niveau des employés, au niveau des problèmes que tu peux avoir, un truc tout con dans la gastronomie, tu as des problèmes... Qu'est-ce que tu fais quand l'électricité a se coupe? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes comme ça, en plein service? Comment réagir à plein de différents problèmes? J'ai un exemple, désolé. Vas-y. Mais j'ai le cas quand je travaillais chez McDonald's aussi, près de Metz. Et je me rappelle, en plein été, il y a la clim qui lâche. Il faut gérer les enfants, généralement avec la chaleur. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont envie de vomir. Ouais. Je me rappelle, moi, j'ai nettoyé le lobby, c'est la salle. C'était un carnage. Hein. Et tu nettoyais le vomi? C'est ton rôle. Ouais. Non, j'ai fait ça. J'ai pas eu ça encore, mais c'est ouf. Non, mais je me rappelle, McDonald's, il faisait dehors 35-40 degrés. Les gens, ils continuaient à rentrer dans le McDonald's. Wow. C'était illogique. Et c'était bloqué pendant une journée ou plusieurs Ça a duré 3-4 heures, je pense, au moins. Wow. La clim qui lâche, une chaleur intense. T'as les cuisines, hein. Au McDo, ça fuse, hein. Et du coup, il faut réagir, quoi. Ouais, et je me rappelle, je travaillais dans le lobby et c'était pas tout rose. Donc, anecdote, voilà, mais ça, je comprends, ouais, si tu as une coupure d'électricité, en plein été, par exemple, et puis tu as tes produits aussi. Mais de dingue. Donc, tu peux tout jeter éventuellement par la suite. Ah ouais, si produits frais, ça peut être compliqué. Mais c'est ça. Mais imagine, tu as 10 magasins demain et tu as un problème d'électricité, ça t'est jamais arrivé. Et imagine que tu as 10 coupures d'électricité. Bon, il y a peu de chances que ça arrive. Oui. Mais c'est un exemple, hein, mais il faut savoir réagir à toute situation-là. Donc c'est pour ça, je pense que le magasin, c'est vraiment... Là, on a l'étape où on apprend énormément. Par exemple, rentabiliser le magasin, sur quel produit tu rentabilises le mieux, etc. Et je dirais, c'est ça l'apprentissage au quotidien. D'accord. Et comment ça se déroule pour toi une journée business typique, on va dire? Parce que quand tu vois tes plages horaires qui sont assez larges, est-ce que tu dois être toujours disponible? Bien sûr. Ok, donc ça, t'en penses quoi par rapport à ça? T'arrives à gérer des fois mentalement? Je pense qu'au début, c'était très compliqué parce que tu dois être alerte de 6h du matin quand les croissants sont prêts jusqu'à 23h quand tu fermes. Donc au début... C'est large. C'est hyper large. Et c'était le quotidien qu'on a eu pendant les premiers mois avec l'émotion au bistrot. C'est que tu dois t'assurer que tout se passe bien. Ouais. Après, au fur et à mesure, les équipes s'habituent, les gens ils sont formés, nous on se forme aussi, donc on a des réflexes différents. Quand tu arrives à déléguer un peu plus, tu te libères un peu plus de temps. Mais en fait, au niveau, tu parles de déléguer les tâches, vous avez mis quelqu'un en fonction en poste de manager pour ça? Non, même pas. On n'a même pas j'aime pas le mot de manager parce que en fait, pas chef d'équipe. Bien sûr, mais chacun est responsable de sa zone en fait. D'accord. Donc nous on reste assez proche des équipes. Aujourd'hui on n'a pas besoin d'un manager parce que nous on l'est nous-mêmes. Ça arrivera potentiellement dans le futur, mais vraiment responsabiliser tout le monde, c'est super important parce que comme ça leur s'il y a une connerie, bon ils sont responsables. Voilà, et puis c'est pas grave, ça arrive, mais au moins c'est pas je m'en fous quoi. Et on sait comment ça peut être. Mais quand j'imagine quand même la plage horaire, hein, comme tu me disais, de 6h à 23h. Bien sûr. Ce qui est énorme. Hein. Ouais. 7 jours sur 7 en plus. C'était 7 jours sur 7. Ouais. Donc c'est ça que tu apprends. On a appris. Je dis, tu rentres le soir, tu es KO. Le lendemain, tu dors 5 heures. Tu dois te lever pour aller chercher les produits en production parce que le livreur il est malade. Ça, c'est des trucs. Mais les gens ne le voient pas, ça. Et tu n'as pas eu des fois l'envie de dire c'est bon, j'en ai marre. Je veux dire, à la limite, pas du burn-out, mais tu te dis, ton niveau de stress, gestion de problème, tu arrives à bout. Non, parce qu'il faut savoir prendre du recul sur tout ça. C'est ça qui est le plus difficile. Ça fait partie du boulot en fait. Mais quand tu connais pas, tu sais pas.
Donc, tu n'es pas prêt à ça. Ouais. Mais une fois que tu commences à comprendre comment ça marche, tu prends du recul sur les situations et non, au final, on savait pourquoi on faisait ça. Donc, parce que des fois, c'est pas simple. Après, ça dépend du caractère des gens aussi. Ouais. De la personnalité, de l'anxiété aussi, la gestion du stress. Bien sûr, super important, mais c'est le plus important. Parce que ça peut en fait rebondir malheureusement si tu es super anxieux. L'anxiété, ça se transmet Bien à sûr. d'autres personnes. Bien sûr. Ça peut se transmettre à ta compagne. Bien sûr. Et sans faire exprès, tu peux ramener ton anxiété à la maison. Bien sûr. Et ce qui peut enclencher d'autres conflits éventuellement. Ou par rapport à, je sais pas, ton associé. Bien sûr. Ou tes équipes, toi. C'est pas simple. Ça, c'est au niveau de l'entrepreneuriat, c'est quand on a des gens autour de soi, c'est compliqué, surtout sur un business physique. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un super point. Et c'est un peu comme les sportifs de haut niveau, on en revient au sport. Il y a très peu de personnes qui parlaient des problèmes, tu sais, les problèmes mentaux que tu peux, psychologiques. Mais c'est la base. Il faut être stable là-dedans et c'est hyper compliqué. Parce que tu as des gens, tout ce qui est autour de toi, rien n'est stable. Et en fait, c'est à toi de faire que ton business et que tout ton environnement soit stable. Et ça, c'est compliqué parce que ça, c'est des responsabilités, c'est du stress et il faut savoir le gérer. Mais moi, toi, par exemple, je me rappelle, j'ai pris, au bout de 2 ans, j'ai pris un coach mental pendant quelques mois sur lequel on travaillait sur des exercices comme ça, c'est pour vraiment travailler sur la réaction dans certaines situations, etc., pour vraiment prendre de recul. Et ça m'a énormément aidé. C'est un coach basé sur Varsovie ou... Ouais, Varsovie. Je trouvais une personne qui parlait français d'ailleurs aussi. Mais c'est un polonaise qui parle français couramment. Et voilà, on a travaillé vraiment sur comment gérer la gestion du stress, etc. Mais ça, personne n'en parle, mais c'est super important. C'est super important. Pour rebondir, par exemple, je vais être dans le côté... on va dire, un peu plus dur. Quand tu vois les startups, par exemple, on voit la levée de fonds, tout se passe bien, mais on parle très peu du taux de suicide des fondateurs, qui est assez élevé, parce que la gestion stress, quand ils ont eu des investisseurs qui sont très carrés avec leurs avocats et que ça ne marche pas, par la suite, leur business, il y a quand même... J'avais vu des statistiques, je ne me rappelle plus, mais que ça reste assez élevé en fait par rapport à la moyenne. Mais je ne suis pas étonné. Hein. Mais c'est pareil. Le mental, ça peut... On peut être son meilleur ami comme son pire ennemi. Donc, c'est super dur. C'est ça. Et d'où tu as eu l'idée en fait de voir cette coach en fait? Mais en fait, c'est quelque chose que je ressentais. Tu vois, on commençait à avoir plus d'employés, etc. Et je me suis dit, l'entreprise, elle se développe. Donc, c'est aussi le moment, de mon côté, des choses... se développer personnellement. Exactement. Donc, j'ai ressenti ce besoin-là. Et c'était la meilleure chose que j'ai faite parce qu'au final, je pense que j'ai énormément appris avec ça. Et voilà, c'était on parlait, je te parlais de finir un point avant d'aller à un autre point. Bah là, je sens que ça m'a aidé à finir un point. D'accord, très intéressant. Et du coup, ça a duré 2 mois en fait? Non, c'est même, je crois qu'on est pendant 6 mois ou 6 ou 7 mois, ouais. Donc toutes les semaines, j'allais la voir et voilà, on parlait de différentes situations et on essayait de comprendre les différents potentiels, pourquoi je pouvais réagir à certaines situations de cette façon-là, pourquoi je pouvais à un moment donné du stress dans certaines situations, dans d'autres moins, etc. Et tu apprends énormément sur toi, quoi. En plus, surtout que de ce que je comprends bien, dans ta famille, il n'y a personne qui a un background business. En fait, mes grands-parents, du côté de mon père et de ma mère, des deux côtés, ils avaient eu des business. D'accord. Hôtel et boulangerie, ce qui est marrant. Ah, okay. Mais mes parents eux-mêmes n'ont jamais été dans le business, ni mes oncles. Donc tu n'as pas été jamais, dans ça depuis ta petite enfance. Voilà. C'est une découverte pour toi aussi. Exactement. Pour ma part, c'est pareil. Dans la famille, personne n'est entrepreneur. Donc c'est toujours un peu... T'as pas de référent, on va dire. Ouais, et puis c'est dur de leur expliquer des fois aussi, non? Je sais pas comment c'est toi, tu vois, des fois, mais des fois, je pense qu'ils comprennent pas. Je prends l'exemple, des fois, quand je reçois beaucoup d'appels, quand je suis en France, par exemple, et que dans une journée, bizarrement, t'es beaucoup plus chargé d'appels, et que ça peut durer, t'as des problèmes à gérer à distance. Bien sûr. Et des fois, malheureusement, tu peux être présent t'arrives pas à être présent dans le moment actuel, en fait. Ouais. Et ça peut déranger personne là. Ça t'a dérangé, ça? Tu l'avais vu Je le vois, oui. Des fois, même, par exemple, j'ai eu le cas quand j'étais parti en vacances avec un pote à moi qui travaille... à ce moment-là, il travaille au Luxembourg. Ouais. CDI, job, il finit à 17h, c'est fini, quoi. Il rentre à la maison, il est tranquille. Ouais. Tandis que nous, toi-même, tu sais, c'est que après, si tu finis ta journée à 20h, même à minuit, tu peux gérer des choses. Parce qu'on va t'appeler, on va t'envoyer un SMS. Tiens, il y a ça comme problème, ça peut arriver. Hein. Et tu dois le gérer. Voilà.
Et tu dois gérer, et ça, c'est le revers de la médaille. Ouais. C'est ce que j'explique aux gens, c'est est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là, en fait. C'est ça. Ça mais en vrai, je pense... Il n'y a pas de secret. Hein. L'entrepreneuriat, c'est... Alors forcément, tu as des choses comme ça, mais en vrai c'est un mode de vie, quoi. C'est soit tu es vraiment prêt au challenge, à te challenger toi-même, à aller de l'avant, toujours aller de l'avant et à faire quelque chose de nouveau, soit tu veux quelque chose de différent. T'as des gens, tout le monde n'est pas fait pour ça. Hein. Ah non, ça je précise, ça je confirme. Non. C'est compliqué, hein, mais moi je le vois, même si c'est compliqué sur plein de situations, à la fin de la journée, le plus important c'est d'être heureux dans ce que tu fais. Et franchement, moi c'est ce qui me permet d'être heureux au quotidien, donc c'est le top, quoi. D'accord, non, tout à fait. Et j'ai une question à te poser par rapport le fait d'avoir trouvé l'emplacement, vous lancez la rénovation, vous embauchez des gens. Ouais. Dans tout ça, puis jusqu'à présent, est-ce que tu as un exemple de la plus grosse difficulté que tu as pu rencontrer quand tu as mis en place ce business-là avec ton partenaire et ta compagne? Je pense que le plus difficile, c'était à un moment donné avec les employés. Mais bon, tout le monde te le dira. Ouais. Donc, à un moment donné avec les employés, où après 2 mois d'ouverture de l'émotion, on a dû avoir 80% de l'équipe en moins parce que voilà, il y en a qui n'étaient pas faits pour ça, il y en a qui... ils n'étaient pas sérieux. Ils n'étaient pas sérieux, etc. Donc, je dirais ça, c'est une difficulté, mais que tout le monde ressent. Et moi, il y a une difficulté que je ressens, je pense, le plus, je pense, c'est financièrement. C'est de s'assurer que tout ce que tu fais, ça tient la route financièrement. Ouais. Et ça, c'est, je sais pas comment toi tu le vois, mais de mon côté, je le vois toi, au quotidien, c'est de t'assurer que les comptes sont bons quand tu dois payer tous tes employés. Ah oui. Tout le monde. Que tes fournisseurs, tu dois avoir aucun retard. Tu dois... Ça, c'est le plus compliqué. En Pologne, ils sont assez, stricts sur ça quand tu passes par un huissier. Par exemple, je sais pas, tu as une dette. Moi, ça m'est arrivé, tiens, un exemple. J'étais passé à l'hôpital il y a 7-8 ans. J'avais un problème à l'œil. Donc, je vais à l'hôpital à Lodz. À ce moment-là, je travaillais chez Fujitsu. Donc, moi, à part, je pensais que j'étais assuré, tu vois. J'avais Fujitsu payait le ZUS pour moi, en fait. Et je sais pas, mais une erreur quelque part. Et j'avais, à ce moment-là, en fait, je reçois la facture de l'hôpital. Enfin, sur le coup, j'ai pas reçu la facture, mais je devais payer 70 zloty. Tu vois, c'était pas une somme énorme. Mais j'avais jamais reçu de courrier, en fait. 6 ans plus tard, mes comptes bancaires bloqués. Les comptes de la boîte, pareil. Ouais. Parce qu'ils ont mis en place une procédure. Du coup, j'avais une dette à payer. J'étais pas au courant. Et un jour, je me réveille. Je reçois SMS, voilà, compte bloqué. Tous les comptes bancaires. Hein. La boîte aussi. Hein. Wow. Et je devais, en fait, la dette de base, enfin la facture, ça coûtait 70 zloty. Elle s'était transformée en 700 zloty. Bon, j'ai payé le jour même. Sauf que tu paies le jour même, mais l'huissier a droit à 14 jours pour débloquer la situation au niveau bancaire. T'appelles, oui, mais j'ai le droit à 14 jours. Bon, bref. C'est pour ça qu'ici, en fait, il faut faire très attention au niveau de ces dettes, c'est de les régler rapidement. Exactement. Parce que les comptes peuvent être bloqués. Mais exactement. Mais tu vois, des trucs tout bêtes. Nous, on a un camion. On doit faire des livraisons. Des fois, on reçoit forcément, tu reçois des amendes. Mais les amendes, tu les reçois dans ta boîte aux lettres. T'es pas tous les jours chez toi. Ouais. Et ça t'amène des emmerdes, mais au final... Donc, je pense financièrement, c'est ça le plus difficile. En tout cas, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de t'assurer que... Et t'as pas de dette. Exactement, et que tout se passe bien. Et que l'entreprise, tu peux payer tes employés, et que tu peux payer tout le monde, et que tu peux te payer toi-même, et que tu peux avancer avec l'entreprise. D'accord, ouais. En fait, tu réponds un peu à la question suivante. C'était si tu pouvais donner 3 conseils à quelqu'un qui voudrait lancer plus ou moins le même business physique, parce que bon, tu as quand même une grosse partie, c'est physique, dans cette branche-là, en fait. Que ce soit en France ou ailleurs, hein, ou en Pologne. Moi, je pense que mon plus gros conseil, ça serait ce que je te disais auparavant, c'est d'essayer petit pour voir si le marché répond. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la vente. On peut avoir la meilleure idée du monde, et c'est bateau ce que je dis, parce que ça, on l'a entendu 36 000 fois. Mais en vrai, je me rends compte, et de plus en plus, le plus important, c'est la vente. Alors forcément, il faut être préparé avant sur plusieurs choses, mais si toi, tu sais que ton produit il se vend, et que t'as pas et tu peux essayer de le vendre d'une façon ou d'une autre à une petite échelle, vas-y, vois comment le marché réagit, et c'est le plus important. Et à côté de ça, je dirais un conseil qui est pour moi super important, et je vois c'est ce qui me manque des fois de temps en temps, alors ce qui manque de temps en temps au niveau du mentor, c'est d'avoir un gars à qui tu peux te référencer
et qui t'aide. Mais ça, je l'ai appris au fur et à mesure du business. Donc, c'est cool. Mais ce qui est super important, c'est d'être bien entouré aussi, quoi. Ah non, ça, je confirme. En plus, moi, dans ma société, on est deux. Enfin, on a mon associé et moi, puis après, on a les employés. Mais je le vois très bien. Quand il y a un coup dur, ça peut être moi qui peut être, tu sais, en bout de course, on va dire. Et c'est mon associé qui peut reprendre Bien sûr. Ça et vice-versa. Des fois, il y a des situations, voilà, familiales, peu importe. Bien sûr. Et c'est l'avantage d'avoir des associés où ça tient la route. Bien sûr. C'est ça aussi. C'est vachement important. Être bien entouré. Puis voilà, il faut essayer dans tous les cas. Tu sais, des fois, il y a le blocage dans la tête de l'entrepreneuriat. Oh, ça va me coûter tant. Mais, oui, mais qu'est-ce que ça va coûter par la suite? Ouais, c'est ça. Donc, vas-y, essaye et puis tu vois. Donc, Thibaut, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu as un mot, enfin, tu aimerais, je sais pas, faire un mot à partager, à ajouter pour terminer ce podcast? Ouais, déjà, merci. C'était super. Vraiment, c'était un super moment. C'était vraiment cool. C'était vachement intéressant. Ouais. Franchement, c'était bien. Et un mot, c'est la Pologne. Venez ici. Venez voir un peu comment ça se passe ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est super. Et il y a beaucoup de potentiel business à faire. Voilà, faut rester très humble parce que rien n'est fait. On n'arrive pas en tant que Français et tout ça marche. Oui, il faut garder l'ego à côté. Exactement. Rester les pieds sur terre, travailler dur. Et franchement, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est mon dernier mot. Okay. Et où est-ce qu'on peut te retrouver que ce soit l'émotion. Donc voilà, l'émotion, c'est à Powiśle, dans le centre de Varsovie. Très bel endroit, hein, je précise. Je me rappelle. Hein. C'est le peu dont tu te rappelles, c'est déjà. Donc on est ouvert tout le temps, tous les jours. Donc petit déjeuner le matin et le soir, assiette de charcuterie, fromage, de la raclette, du Mont d'Or. Donc plein de petites bonnes choses. Et voilà, on est aussi présent dans une dizaine de cafés sur Varsovie. D'accord. Et l'été sur les marchés, donc voilà. Et peut-être, c'est quoi le prochain projet ? Prochain projet, c'est le traiteur. Traiteur, ouais. Le traiteur. Le prochain projet, c'est le traiteur. J'espère qu'on peut développer quelque chose de sympa. Et voilà, petit à petit. Il y a plein d'autres projets en tête, mais on y va doucement. Ça marche. Ouais. Ok, je te remercie encore, Thibaut. Merci à toi. Super. Ciao, salut. Merci, ciao.